Je trouve que les pratiquants mettent la ceinture beaucoup trop tôt, que ce soit en crossfit, en haltérophilie ou en power. Et du coup, ils la serrent beaucoup pour essayer de pallier à ce manque de rigidité active qu'ils sont pas capables de faire. Ils doivent essayer de comprendre comment créer cette stabilité, cette indéformabilité. Et malheureusement, c'est pas enseigné dans les salles de crossfit. Sur le sujet du futur urinaire, ça a vite été un hyper focus sur la force du périnée, alors qu'en fait, le système de la continence, il dépend pas seulement de ça. La fuite urinaire, c'est toute perte involontaire d'urine. Donc c'est pas forcément une cascade comme on peut voir, on va dire, sur les plateaux de power. Et en fait, la survenue d'une fuite urinaire dépend un peu de différents systèmes. Manon, quelle est la prépondérance des fuites urinaires en force athlétique à ta connaissance aujourd'hui? Eh bien, si je me base sur l'étude de Weekender de 2021, c'est une femme sur deux qui expérimente des fuites urinaires et exclusivement dû au powerlifting, c'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas avant et qui en ont eu à cause du powerlifting, c'est 18%, donc presque une femme sur quatre. Donc c'est pas mal. C'est beaucoup trop, non? J'aime bien que tu dis ça comme ça parce qu'effectivement, bah, c'est pas, même si c'est, on va dire fréquent, c'est pas normal et donc effectivement, de mon point de vue, c'est beaucoup trop. On en parlait juste avant d'enregistrer. Tu disais que c'est bien que les gens en parlent plus de ce problème de fuite urinaire, que ce soit en force athlétique ou dans d'autres disciplines sportives hein, qu'on voit aujourd'hui. Mais que d'un autre côté, peut-être que le fait d'en parler, ça banalise un petit peu le truc, ça normalise un petit peu ces faits-là et on ne prend pas forcément les actions nécessaires pour régler ces problèmes derrière. Tu peux nous en dire un petit peu plus? T'as déjà bien résumé, effectivement, je trouve que c'est hyper positif en tant que rééducatrice, on va dire, de la sphère pelvienne, donc des fuites urinaires, que ce sujet-là soit mis sur le devant de la scène, parce qu'avant c'était plutôt caché, c'était un peu un tabou, c'était un truc de vestiaire où les personnes qui étaient concernées en parlaient un peu entre elles ou n'osaient pas en parler. Et le fait de pas voir d'autres personnes qui avaient ça, parce que ça peut être tout à fait, on va dire intime, c'est entre toi et ta culotte, entre guillemets. Finalement, c'était pas forcément on va dire, tu passais pas le cap d'aller te présenter chez le médecin et chez un rééducateur. Et là, le fait que ça a été mis sur le devant de la scène et vraiment sur le plateau des Worlds ou des championnats de France dans cette discipline, par exemple, en fait, ça a mis un énorme coup de projecteur sur ce problème. Et moi, j'ai vu deux narrations émerger, donc à la fois des femmes qui ont, je dirais, ont repris le pouvoir de leur image en disant, bah ouais, ça m'arrive, et tu vas faire quoi? Je soulève 200 kilos. Toi, tu les soulèves même pas, donc voilà, that's it, drop the mic. Donc j'ai trouvé ça hyper positif dans le sens c'est de l'empowerment. Oui, mon corps a fait ça, mais en fait c'est aussi de la performance. Est-ce que le sport de haut niveau est un sport santé? Vous avez 4 heures. Je pense que toi et moi on est un peu alignés sur ce sujet. Et à la Hmm. fois en fait le pendant négatif de cette narration, c'est que ça a normalisé le problème. Alors qu'en fait, même si ça arrive, on peut faire des choses. Et là, en fait, dans mon microcosme qui est la kiné du sport et la kiné du périnée, bah, en fait, ça m'a fait démarrer la force athlétique parce que finalement, même moi, en tant que rééducatrice du plancher pelvien, j'avais jamais été confrontée à des situations comme ça. Donc, si tu veux, il y a eu ce côté, oui, c'est fréquent, mais c'est pas normal. Et normalement, on devrait pouvoir vous aider. Sauf que dans les bouquins, je t'avoue que j'avais jamais eu un cours qui me disait comment on rééduque le plancher pelvien des haltérophiles ou des powerlifters. Donc, j'ai commencé à être mon Ben, propre cobaye. ce qui est vachement cool, et avec tout ce que tu sais, tout ce que tu apprends encore et étudies, et tout ce que tu mets en place en personne, en personne, je me réjouis de pouvoir creuser avec toi sur les solutions concrètes qu'on peut partager aujourd'hui avec les pratiquantes des différents sports. Avant ça, est-ce qu'on peut faire un dézoom et tu peux nous donner un petit peu la vue d'ensemble sur les sports qui semblent avoir le plus de fuites urinaires chez les femmes en général, et expliquer le phénomène derrière ensuite? Mm. Alors du coup, tu as des sports, enfin moi je les classe en deux catégories, parce que du coup aussi, il faut savoir que les personnes qui font de la recherche sur les fuites urinaires sont plutôt en lien avec la sphère urogénitale, donc vraiment tout ce qui va être urologie et puis même, on va dire, le fonctionnement de la vessie, qui est du coup bah, quand Mm. même le principal acteur du problème des fuites urinaires. Eh bien, c'est pas forcément des gens qui sont familiers des sciences du sport. Donc on a un petit peu un problème de sémantique. Moi, je trouve que, du coup, c'est mon opinion personnelle et c'est pas forcément comme ça que c'est classé dans la littérature, mais tu as des sports dits à impact. Et la littérature on va dire de l'urologie va parler de faible impact, moyen impact et haut impact. Mm. Et moi, j'appelle ça aussi les sports de force. Parce qu'en fait, la course à pied va amener des challenges que une barre sur ton dos amènera des challenges complètement différents pour le périnée.
et pour le système de la continence. Donc moi, je parle de sport de force et de sport à impact parce que le powerlifting n'est pas un sport à impact à proprement parler. Je pense que tu vois ce que je veux dire en termes de sciences du Mhm. sport. Ouais, ouais. Et de te couper, ça me fait penser au fait que, ben, t'en as parlé là, la réalité de la science comme outil, qui est extrêmement Ouais. utile et extrêmement intéressant pour disséquer le monde et couper en petits morceaux pour comprendre comment les choses fonctionnent, et ben, on se retrouve, comme tu l'as dit là, des fois à approcher le problème d'angles complètement différents sans Mm. nécessairement communiquer entre ces Ouais. différentes disciplines, ce qui fait que on se retrouve un peu avec des vides, on se retrouve avec des terminologies qui concordent pas. Et il y a, on en parlait, je suis intervenu dans un collège cet après-midi, ben, notamment pour faire un peu de physio appliqué avec les jeunes de la section vélo et trail, et on parlait de l'interdisciplinarité et de cette nécessité en fait de comprendre que ben là on va regarder de la physio, on va aussi faire du sport, on va aussi regarder des maths, des graphiques, et on peut en fait tout voir ensemble, mais dans la science et dans la pratique, c'est pas forcément facile de lier tout ça, et souvent on se retrouve dans son propre silo en fait, et un petit peu isolé du Ouais. reste du monde parce que pour peut-être schématiser un petit peu, mais la science, on dit souvent que on va apprendre de plus en plus sur de moins en moins jusqu'à tout savoir sur rien du tout. Donc on s'isole vraiment dans un coin de savoir et il faudrait essayer de trouver une solution pour ouvrir ses portes et communiquer quoi. Et ouais, moi j'adore ta vision des choses, je la partage complètement et c'est comme ça que je conçois ce monde-là. Euh, Comme tu dis, en fait, tu finis spécialiste de rien du tout, ou en tout cas d'un point tellement petit qu'il est déconnecté de la réalité. Et Mm. c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, je suis, on va dire, sensible aux propos soutenus par la science. Mais c'est vrai que se noyer et se cacher derrière tout le temps, en fait, on finit aussi par plus régler des problèmes ou peut-être d'en créer des nouveaux et en fait d'être complètement déconnecté du terrain. Et après, il faut toujours revenir au pourquoi, sur disant, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait? Enfin, le but, c'est pas un débat pour savoir qui a raison. Là, la personne a des futurinaires. Ok, j'ai poncé la littérature, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que je lui dis? Que je peux rien faire pour elle? Bah non. Mm. En fait, on va trouver des solutions. Faut contourner le problème, comme tu dis, changer d'angle. Est-ce que j'ai bien tout compris dans ce qui se jouait? Et tu vois, c'est cette démarche-là que je trouve aussi stimulante aussi pour un esprit de chercheur. De se dire, attends, j'ai manqué un truc. J'ai manqué un truc. Et en l'occurrence, tu vois, sur le sujet du futurinaire, très vite, c'est périnée centré. Donc les muscles du plancher pelvien, qu'on retrouve un peu communément sous le terme de périnée. Le périnée, il faut savoir que c'est un ensemble de muscles et donc de tissus contractiles et de tissus non contractiles. Et la survenue d'une fuite urinaire, je trouve que dans ce monde, ça a vite été un hyper focus sur la force du périnée, alors qu'en fait, le Mm. système de la continence, il dépend pas seulement de ça. Il dépend aussi du style de mouvement que tu fais et de la technique du mouvement. Donc aussi, on lutte contre enfin, il y a un mouvement qui s'appelle le body optimiste, un petit peu le mouvement optimiste. Je crois que c'est Greg Lehman qui parle beaucoup de ça. Donc peu importe comment tu fais ton mouvement, en gros, bouge. Moi, sur le principe, je suis d'accord. Mais en fait, tu vois, à certains profils, à un moment donné, il y a des limites. Et non, la manière d'exécuter un mouvement a une influence et tout n'est pas que périnée centré, que vessie centré. Il faut vraiment pas oublier que l'individu est dans un écosystème et qu'il faut tout prendre en compte, quoi. Donc, avec ce que tu nous as dit avant, toi, tu dissocies idéalement sur le terrain les sports de force et les sports à impact. Donc, on a Ouais. parlé de la force athlétique, de l'haltérophilie, qui sont des sports de force. Et on a de l'autre côté la course à pied, qui va être un sport à impact. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui tombent sous ces catégories ou dans lesquels tu vois aujourd'hui beaucoup de problèmes de fuite urinaire et peut-être qui ne sont pas cités autant que ça dans la littérature parce que ça n'a pas Mm. encore été investigué? En fait, je pense que déjà, pour reposer le contexte, ça peut être bien qu'on redéfinisse ce qu'est une fuite urinaire. Donc, Mhm. la fuite urinaire, si tu veux prendre la définition qui est proposée par la Société internationale de la continence, l'ICS, c'est toute perte involontaire d'urine. Donc c'est pas forcément un énorme splash ou une cascade comme on peut voir, on va dire, sur les plateaux de power. Et moi, c'est ça qui m'avait impressionné, c'est que la plupart Mm. du temps, les femmes que je soignais, elles étaient confrontées plutôt à une perte d'une petite goutte. Du coup, elle est radicalement différente de la cascade qu'on a pu voir enfin, je pense qu'on a vu tous certaines vidéos, ou peut-être que mon algorithme me présente ces vidéos maintenant très régulièrement, c'est très probable aussi. Mm. Mais du coup, j'étais très étonnée en fait de ce distinguo. Et en fait, la survenue d'une fuite urinaire dépend un peu de différents systèmes. Il y a des fuites urinaires qui vont plutôt être là
parce que les forces de fermeture de l'urètre, qui est le conduit qui termine la vessie, eh bien, elles sont faites par différents systèmes qui vont être les muscles, les structures passives, la musculature lisse de l'urètre, par exemple. Eh bien, tout ça, Mm. en fait, est censé fonctionner en réflexe, par exemple, quand on tousse, quand on éternue, quand on saute. Et donc, le premier cas de fuite urinaire, ça va être justement qu'il y a un mismatch entre les deux. Quand tout va bien, il y a un match entre les forces de fermeture qui sont générées par l'urètre et l'augmentation de la pression intra-abdominale, donc par le contenu intra-abdominal. Ça, tout se passe très bien. Il y a le bon niveau de force qui est développé au bon moment par les structures pour empêcher que l'urine sorte. Quand ça ne fonctionne pas, il y a soit un problème de synchro, soit un problème de force au niveau des muscles du plancher pelvien qui ne sont pas capables de déployer le niveau de force suffisant pour créer une contre-force, entre guillemets. Donc soit un problème de force, soit un problème de synchro, si je dois te résumer, c'est vraiment les deux gros problèmes. Et des fois, Mm. après un accouchement, tu peux avoir un accouchement dit traumatique, où il va y avoir une instrumentalisation des fois, donc avec un forceps, avec des ventouses, avec des gestes chirurgicaux, voire des déchirures qui sont assez importantes et qui vont léser des tissus mous, non contractiles, qui vont avoir un potentiel de récupération aussi, où c'est un peu plus difficile. Donc une jeune maman ou une maman aura peut-être plus de challenge à ce niveau-là qu'une nullipare, donc quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Donc ça, c'est ce que je trouve des fuites qui sont assez mécaniques, c'est-à-dire Mm. que tu as une augmentation, il y a une réaction, on attend une réaction du système face à un challenge qui va être un saut ou par exemple le bracing. À côté de ça, dans la même nomenclature, qui pourtant sont des mécanismes assez différents, tu as les urgenteries, qui vont être une envie impérieuse d'uriner, qui des fois ne pourra pas être retenue. Donc le fait que ton système de la continence te dise oh là là, c'est terrible, j'ai vraiment vraiment très envie d'aller aux toilettes, et en fait ça c'est aussi considéré comme une fuite. Alors que, stricto sensu, il n'y a pas forcément eu de fuite dans la culotte, par exemple. Tu vois, quand on parlait de sémantique. Mm. Et du coup, ça, Mm. ça se joue sur un autre système qui va être plutôt un système en lien avec les hormones, en lien avec le stress, en lien avec la quantité de boissons que l'on ingère. Et tu vois, de découvrir le power et de découvrir les cuts, les water cuts. Je dis, ah, bah super, bah ça, faut que les kinés du périnée soient au courant. C'est pas, on doit savoir ça, faut nous Mm. raconter ce genre d'histoire. Mhm. Et bien du coup, c'est tout à fait une autre philosophie de rééducation. Et le problème ne vient pas du tout pour les mêmes raisons. Et enfin, tu as les plus chanceuses qui vont combiner les deux. Du coup, avoir un système de la continence qui peut être un peu désordonné, avec les ordres d'avoir envie d'uriner qui sont complètement disproportionnés par rapport à la quantité de pipi qui va quand même être faite. Avec le stress, on va avoir envie d'y aller tout le temps, et en fait, il n'y a pas forcément cohérence avec la miction qui va se passer. Et en plus, pendant une compète, tu vas pouvoir quand même avoir une fuite urinaire parce que tu as peut-être pas assez de force, par exemple, au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc tout ça fait que c'est l'expertise, entre guillemets, des kinés du périnée. Mais si tu connais pas la discipline, en fait, c'est vachement compliqué de naviguer. Moi, tu vois, le watercut, ça a été la révélation du power. J'avais jamais entendu parler de ça avant de côtoyer des gens qui en faisaient. Et du coup, pour Mm. revenir à ta question initiale, qui était les types de sports, du coup, classiquement, on parle de bas impact, par exemple la natation. C'est pas un sport à haut impact sur le plancher pelvien. Parce que on est dans l'eau, on est en position horizontale. Les challenges des forces gravitationnelles sur le périnée, ils sont, on va dire, plutôt absents. Tu vas avoir Mhm. par exemple des sports sur tapis, donc ce qui va être pilates par exemple, yoga, tout ce qui va être, on va dire, je pense à un renforcement, tu sais, qui pourrait être les circuits collectifs dans les salles de sport. En fait, quand il n'y a pas Mm. forcément de saut et que la personne est statique, c'est plutôt du bas impact et le risque est plutôt faible. Sur du moyen impact, tu vois, par exemple, le jogging, c'est pas forcément considéré comme un sport à haut impact, mais j'ai envie de te dire, ça dépend comment tu cours. Quand t'as pas du tout de stratégie d'amortissement au niveau des membres inférieurs, clairement, même si tu cours à une très petite allure, peut-être que les forces de réaction au sol qui vont être développées à chacune de tes foulées, peut-être que ton système ne va pas être en capacité de les assumer pareil. Donc tu vois, ces classifications aussi, j'ai toujours un peu de mal parce que je trouve que ça dépend vraiment à qui on parle en fait. Tu vois, quel est le contexte? Est-ce qu'elle débute? Est-ce qu'elle a déjà couru? Est-ce que c'est une ancienne athlète qui s'est mise à la course à pied, qui du coup a un bon schéma moteur? Enfin, désolée, je pars dans tous les sens, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision-là. Et du coup, tu vas avoir des sports un peu plus où on n'est pas sur des sauts, on va pas avoir du contre-mouvement dans la pliométrie, mais plutôt à haut impact pour te classer ceux qui vont être les plus challengeants. Les sports co, il y a beaucoup de sauts, donc handball, volley.
Hmm. Basket, la pliométrie est quand même assez basse, mais finalement, ça dépend de ton poste et ça dépend aussi ton profil. Tu peux te retrouver à quand même contrer souvent, donc en fonction de comment ça se passe pour toi, ça peut être considéré comme un sport à haut impact. Le CrossFit, en fait, il va cumuler des charges, la corde à sauter, la course à pied. Donc en fait, ça c'est pareil en termes de polyvalence, c'est juste un 360 de challenge. Le rugby, Ouais. il y a eu des super études qui sont sorties sur le rugby. J'ai adoré ce dossier-là. C'est World Rugby qui a commandité des études pour le rugby féminin et elles sont fabuleuses. Et en Mhm. fait, il disait que c'était un des sports où il y a le plus de challenge aussi, parce que en mêlée, bah, tu es dans une force où tu dois être sous tension, donc un peu comme un bracing. Tu dois être gainé et tu dois compresser ton système. Donc, il y a des personnes qui avaient des fuites urinaires pendant la mêlée. Il y en a qui avaient des fuites urinaires pendant qu'elles se faisaient tacler. Donc, en fait, on a du sprint, donc de la très haute vitesse, du très haut impact et du chaos. Donc là, autant te dire que ton système fait face à énormément de challenges. Tu dois sauter si tu es la personne qui doit être soulevée. J'ai pas du tout le vocabulaire du rugby, mais voilà, je pense que tout le monde voit ce que j'essaye de dire. Sauter à une touche. Et eh ben, sauter une touche. Et pour peu que tu sois la personne qui porte la camarade, bah, en fait, tu te retrouves à faire clairement un jeté d'haltérophilie, quoi, avec une camarade. Ce qui fait que c'est vraiment un sport Qui n'est à plein, ouais, vraiment plein de choses. Ouais, pardon de te couper, d'autant plus, comme tu l'as bien décrit là, avec le rugby, c'est pas une charge, disons, neutre ou morte comme une Exactement. barre en haltéro, où en fait, la personne en face, elle essaye de te plier. Donc, tu as la Exactement. position, tu as la force que tu dois générer, et en plus de ça, c'est Ouais. instable, et pas instable, tu es debout sur un bosu, c'est instable, on essaie de te plier en deux. Ah Donc, ouais, c'est ouais, c'est ouais, ça. d'autant plus important, et je peux imaginer que ce soit un sport où il y a d'autant plus de contraintes. Pardon de t'avoir coupé, je te laisse continuer. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, typiquement, enfin, je pense que je te parlerai un peu du débat qu'il y a sur la rééducation actuellement du périnée des sportives. C'est qu'en fait, tu vois, Mm. reproduire ce chaos-là. Alors après, tu as un débat sur est-ce qu'il faut être très spécifique dans la rééducation. On va pas leur demander de contracter le périnée pendant qu'elles se font tacler. Tu vois, là, c'est presque un non-sens. C'est pas du tout là où les problèmes vont se jouer. Mais des fois, dans la lecture des choses, on se rend compte qu'on manque justement de pragmatisme ou de transfert, on va dire, sur la discipline. Et du coup, dans les autres sports, je pense qu'il mérite d'être mentionné, c'est le trampoline. Le trampoline, parce Mm. que ça a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un blast des organes. Donc en fait, ça challenge énormément la vessie qui passe son temps à avoir un espèce de délai, enfin tu vois, ce côté un peu Mhm. élastique. Et les forces de réaction sur le trampoline, donc au niveau de la pliométrie du membre inférieur, en fait, il faut une grosse organisation structurelle pour être capable de rester très gainé. Et en fait, c'est un des sports qui a la plus grosse prévalence. On est au-dessus des 85% dans la plupart des études Ouais. d'incontinence urinaire, y compris chez les hommes. Donc c'est un des sports les plus challengeants à rééduquer. Il faut être, en fait, avec la fatigue au niveau des jambes, très vite la technique se dégrade et tu peux avoir une prévalence assez rapide en fait des fuites urinaires. Et un des sports aussi qui est pas très bien documenté en termes de prévalence, ça va être le plongeon. Donc notamment les plongeons assez hauts, tu vois, sur planche. Tout simplement parce que bah, si tu veux, enfin c'est dur de savoir si tu as une fuite urinaire quand tu tombes dans l'eau. Donc en fait, même le Mm. report des athlètes, elles sentent qu'il se passe des choses. Et finalement, tu vois, dans la manière d'investiguer des fuites urinaires, il y a un test qu'on appelle le PAD test, c'est-à-dire qu'on met une serviette en tant que chercheur. On demande aux athlètes, par exemple, de mettre une serviette qu'on a pesée avant et qu'on va peser après. Mais en fait, par exemple, Mhm. ce genre de test, ça ne prend pas en compte la sueur, donc les pertes qu'on peut avoir, on va dire, hydriques. Et typiquement, bah, tu peux pas faire le distinguo entre une fuite urinaire et la sueur. Et quand tu essayes de documenter des fuites urinaires dans un sport aquatique, bah, ce test ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a plein Mhm. de disciplines comme ça où la demande du terrain, elle est là, c'est-à-dire, bah, écoutez, moi je vois bien qu'il se passe un truc, hein. Et en fait, sur la résolution ou l'objectivisation du problème, c'est pas si simple. Voilà, un peu pour le tour Il y a, d'horizon il y a- de tout ça. il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est quand tu parlais de cette notion de transfert, je pense, entre la réathlétisation et le retour au jeu, comme on peut l'appeler, notamment dans les sports collectifs. Et ça, je l'ai vu il y a quelques années déjà avec notamment le sprint et le fait Ouais, qu'il... Alors maintenant, forcément, on devient de plus en plus compétent là-dedans. Il y a des spécialistes comme JB Morin qui font un énorme travail parmi tant ouais. d'autres pour vulgariser ça et le rendre accessible. Mais il y avait cette idée de, voilà, tu t'es fait un ischio, ben, on va faire les petits exercices, on va faire tes répétitions, on va faire ton exo de force.
et puis on va repasser sur le terrain, puis on va espérer que ça tient, et puis maintenant tu passes dans les mains du prépa, et puis il y avait un peu ce vide entre kiné et prépa physique. Maintenant, encore une fois, on essaie vraiment de mieux faire ce lien, voir que les deux se forment dans la discipline complémentaire, ce qui fait qu'on a vraiment une passerelle qui est intéressante. Et tu parlais de spécificité, je pense que dans ces cas-là, forcément, on doit aller tendre vers un rapprochement à la contrainte du terrain pour s'assurer Mhm. que ça ne survienne pas, parce qu'on sait que la blessure la plus courante après un ischio, c'est un ischio. Dans le sens Ouais. où c'est la zone qui était lésée et qui n'a pas été remise à un assez bon niveau, parce que typiquement, il ne faut pas juste la remettre où elle était avant, il faut la remettre au-delà, parce que forcément, sinon, on est de nouveau contraint aux charges et au stress qu'on va devoir engager durant un effort. Donc ça, c'était un premier point, je pense, sur le transfert. Un autre point qui m'est venu quand tu parlais de course à pied, et ça, je ne sais pas du tout si c'est pertinent ou pas. Est-ce que tu as déjà investigué la relation entre la force du pied et la prépondérance de fuite urinaire? Parce que je me dis, si on a un pied qui est un bon pied, comme on dit en course à pied, c'est-à-dire un pied qui rebondit bien, qui amortit bien, on Mm. a moins en fait cet impact au sol où tu as tout le corps qui vient s'écraser sur le pied, et Mm. on a vraiment ce rebond qui est peut-être mieux fait. Je ne sais pas si ça a une incidence ou si c'est quelque chose qui a été Si, si. investigué. Ce podcast est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments de haute qualité made in France pour ceux et celles qui s'entraînent. Personnellement, je mets toujours dans mon shaker d'entraînement leur protéine whey, leur créatine et leur collagène. Ça se mélange bien, ça a bon goût et ça m'aide à mieux récupérer. J'utilise aussi leur night tous les soirs avant d'aller dormir. Ça fait partie de ma routine et tu peux bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande avec All You Need Nutrition en utilisant le code UPSIDE pour ta prochaine commande. Ouais, il y a quelques études Ok, là-dessus. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rééduquer ton pied pour ne plus avoir de futur urinaire. Enfin, tu vois, la corrélation où faut, faut bien sûr. rééduquer ton périnée pour avoir un meilleur pied, tu vois, c'est toujours un peu qu'est-ce qu'on fait dire aux données. En tout cas, la Ouais. corrélation existe et de manière très clinique. C'est vrai que clairement, comment ça se passe une rééducation du périnée? Parce que c'est quelque chose d'un peu intime et en fait, tant que t'es pas confronté, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'arrive avec ta kiné ou ta sage-femme. La rééducation du périnée, elle est quand même périnée-centrée. Et l'idée, nous, c'est de comprendre à quel type de périnée on a. Est-ce qu'on a un périnée qui est plutôt capable de faire toutes les demandes de contraction? Donc, est-ce qu'on a un périnée qui est capable et fort? Ou est-ce qu'on a un périnée qui est plutôt faible? Parce que du coup, avec le meilleur pied du monde, si on parle par exemple à une maman en postpartum et qui a eu des dommages tissulaires assez importants, Hmm. même avec les meilleures qualités de pied du monde, en fait, à un moment donné, bah, il faut quand même avoir les bases et les forces de fermeture, elles vont pas venir du long fléchisseur de l'hallux, tu vois. Elles vont quand même venir de l'élévateur de l'anus. Donc, c'est similaire en termes de connotation, mais voilà. Effectivement, il y a une corrélation. Je crois qu'il faudrait que je retrouve ce papier, j'essaierai de te l'envoyer. Je crois qu'il y a une Hmm. corrélation entre le fléchisseur de l'hallux et sa force et la force de l'élévateur de l'anus, qui est donc un des muscles du plancher pelvien. Donc, Ok. clairement, en termes de, si tu veux, il y a quand même plusieurs schémas de pensée là-dessus. Il y a des personnes qui vont te parler des chaînes de Myers en disant, bah voilà, tout est interconnecté, on a des facilités motrices, etc. Donc, c'est vrai que moi, étant quand même attachée à la science, c'est pas forcément des choses qui sont très documentées actuellement, scientifiquement parlant. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ça dans un coin de sa tête en se disant, bah, en fait aussi, il faut dire, on part d'où scientifiquement parlant? On parle déjà de, on n'arrive même pas à compter vous dans la population, à part les gens qui disent, moi, je me pisse dessus. Actuellement, on n'a pas énormément d'outils qui sont hyper valables, à part des questionnaires, etc. Donc, il faut toujours partir du terrain. Et effectivement, quand on parle de course à pied chez une coureuse et de fuite urinaire chez une coureuse particulièrement, euh, au bout d'un moment, quand tu as un périnée à 5/5, le but, c'est pas de le rendre à 6/5 ou à 7/5. Donc nous, c'est comme ça qu'on cote objectivement la force du périnée. 0, c'est une absence de contraction qui est détectable. 5, c'est une très bonne contraction, mais c'est pareil, c'est ta bibliothèque de thérapeute. Moi, la première fois où j'ai eu un vrai 5/5, finalement, j'ai déclassé tous les autres en me disant, oula, ah oui, donc il y a des femmes qui sont capables de ça. Bon, bah, il y en a avec qui j'ai été assez généreuse dans la notation, tu vois. Donc, quand t'es plus tu bilantes entre guillemets des périnées, plus tu affines aussi toi ta perception thérapeutique. Et à la fois, ben, tu vois, en fonction de quel est le sport pratiqué, le niveau que demandé, bah, des fois il y a des personnes où tu vas être moins exigeant et avec un périnée qui est globalement compétent.
bah, très vite, tu vas pouvoir aller transférer sur plutôt de la pliométrie et des qualités de rebond et des qualités d'absorption au sol, des qualités de renvoi, des capacités aussi tendineuses. Parce qu'en fait, la survenue des futurs urinaires, c'est juste que le périnée est le maillon faible dans l'histoire. En fait, il Mhm. fait ce qu'il peut, mais les jambes n'absorbent tellement pas ou alors ne renvoient tellement pas que, bah, au bout d'un moment, s'il y a un truc qui lâche, bah, c'est pas forcément, par exemple, la musculature des membres inférieurs, mais bah, les contraintes imposées font que la gravité va s'appliquer sur la vessie et les muscles du plancher pelvien font ce qu'ils peuvent, mais parfois ils vont louper une marche, ils vont un peu pas se synchroniser au bon moment et la fuite urinaire pourrait venir dans ce cas-là. Donc je sais pas si j'ai trop digressé, mais il y a une vraie corrélation et même si les études sont pas encore toutes très bien menées, je trouve, cliniquement, on le voit vraiment. C'est-à-dire qu'en améliorant la technique de course à pied, on améliore grandement la survenue des fuites urinaires et des fois sans toucher au périnée en fait. Ok, ouais, donc ce qui est super intéressant et ça montre que les choses fonctionnent ensemble. Pour une rééducation du périnée dans un contexte de fuite urinaire, de par ton expérience, ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps et qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'exercice, en termes de mise en place? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois mettre en place, par exemple, à toutes les séances de sport que tu fais, des petits reminders, des petits exercices? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en séance dédiée plusieurs fois par semaine? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le... alors forcément, ça va être individuel, ça, faut pas le mettre de J'allais côté, hein, prévoir ça. chaque... Oui, parce que je t'ai vu venir, même si tu es très très loin à la réunion, je t'ai vu venir et je me suis dit on anticipe comme ça, on passe tout de suite au morceau, peut-être, alors encore une fois, on peut pas faire de généralité, mais Oui. peut-être que pour les femmes qui souffrent de fuite urinaire, qui se posent la question, bah, moi je sais pas vraiment comment ça fonctionne, Mhm. et donc peut-être qu'il y a un petit peu de crainte aussi vis-à-vis de ça, si on peut Bien sûr. démystifier le processus et se rendre compte un petit peu, bah, nous les hommes aussi, parce que je veux dire, les coachs, on est amené à bosser avec des femmes, avec des athlètes, avec des sportives. Et je pense que c'est important qu'on ait ces points-là en conscience parce que même si on n'est pas kiné du sport et on n'est pas compétent pour les accompagner directement sur ce processus, le fait d'y être sensibilisé, le fait d'y être informé, ça peut nous permettre d'orienter vers la bonne personne, ça peut nous permettre d'avoir une Mm. discussion ouverte et sans tabou qui est, à mon avis, extrêmement importante pour justement qu'on ait ces informations, qu'on puisse les communiquer et que les gens puissent avoir une intervention individuelle là où il y en a besoin. Mm. Non, mais c'est une super question et je pense que, enfin ouais, même si j'ai très envie de te répondre, ça dépend. Je vais essayer de dire autre chose. Alors, en fait, en théorie, tout commence avec un bilan où, pour le coup, il faut qu'on écoute l'histoire de la personne. C'est-à-dire, si tu as des fuites urinaires au début de ta course, ça donne pas la même chose. C'est pas la même histoire qui est racontée que si tu as des fuites urinaires au bout d'une heure et demie. Mm. Typiquement, bah, j'ai déjà eu des personnes qui venaient me voir en me disant, bah, j'ai des fuites urinaires au 180 km de ma course. Ok, d'accord. Eh ben, on va essayer de travailler là-dessus. Mais du coup, c'est pas du tout la même histoire que j'ai envie d'uriner et en fait, je peux pas me retenir au démarrage de la course. Donc en Ouais. fait, nous, c'est l'histoire déjà qui va poser un contexte énorme parce qu'en fait, enfin, je pense que généralement, ma première consultation, je ne fais que parler. Je ne touche pas forcément les gens, ce qui est des fois un peu une déception pour certaines personnes, parce qu'ils s'attendent des fois à avoir un bilan ou des exercices ou repartir déjà guéris. Mais en fait, pour moi, c'est quand même une rééducation de l'intime qui est tabou. Et il faut créer cet espace de parole où on sent qu'on n'est pas jugé, que oui, ça arrive à pas mal de femmes, plus qu'on ne le pense. Et surtout, essaye de m'expliquer quand est-ce que ça arrive. Dans les sports de force, clairement, maintenant, j'ai un mojo ou un petit mantra, c'est dis-moi comment tu braces, je te dirai comment ton périnée va. Donc clairement, Mm. il y a des personnes que je n'ai vues qu'une fois, et c'est juste qu'elles braçaient pas correctement, en tout cas pas d'une manière qui préserve le périnée. Et en objectivant ça, et en clarifiant comment devrait être un dressing, il y a des personnes que je n'ai vues qu'une fois. Et honnêtement, je pense avec un bon degré de confiance qu'elles ont compris pourquoi elles avaient des fuites. Elles savent, parce qu'on a clarifié un peu bah, pourquoi justement elles avaient des fuites quand elles braissaient comme ça, et quand elles braissaient différemment, pourquoi elles n'en avaient pas. Et c'était pas un problème de force du périnée, c'était pas forcément un problème du système de la continence avec quelqu'un qui envoie des alarmes à n'importe quel moment pour dire d'aller faire pipi. C'était vraiment un problème technique qui faisait que la conséquence était une fuite urinaire, mais finalement le problème n'était pas forcément le périnée. Donc, tout commence avec l'histoire que la personne doit raconter, et même pour un homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent avoir des incontinences urinaires ou des incontinences fécales, donc clairement des incontinences au gaz ou au sel. Bah, en fait, c'est la question de quand est-ce que ça arrive, bah, va amener énormément de réponses pour un thérapeute déjà, qui va faire sa propre idée. Donc moi, j'aime bien aussi,
je me fais des petits challenges. Je me dis, bon, bah, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Avant de passer au bilan, on va dire manuel, déjà, j'ai une idée en tête. Je me dis, bon, bah, au vu de tel élément, je pense que son périnée il manque de force. Ou alors, non, je pense que le périnée est plutôt compétent. J'ai plutôt l'impression que c'est la technique autour. Donc, par exemple, le pied. Ou alors, ben, montre-moi ton squat. Ça n'arrive qu'au sumo. Ok, bon, bah, montre-moi comment tu fais ton sumo, etc. Montre-moi comment tu mets ta ceinture. Ça n'arrive que quand j'ai ma ceinture. N'en dis pas plus, sors-moi ta ceinture et montre-moi où tu la mets, comment tu la mets, etc. Et c'est vraiment ça déjà qui devrait être fait en fait. Parce que malheureusement, j'aime beaucoup ma profession, mais on fait face à des réalités de terrain qui font que tout le monde ne travaille pas pareil. Et je sais que certains kinés ne font pas de bilan. Donc si vous êtes un patient, une patiente, et que malheureusement la personne n'a pas pris le temps de vous écouter, de vous poser des questions, et elle est partie directement en vous mettant par exemple une sonde allongée sur la table et qu'elle vous a laissé dans une pièce et qu'elle est partie, et bien en fait normalement c'est pas comme ça qu'on est censé faire notre métier. En tout cas en 2026, on a beaucoup d'autres choses à faire plutôt que juste vous laisser dans une pièce et essayer de jouer à Mario Kart avec votre périnée entre guillemets. Parce que du coup, ça fait partie des outils de rééducation qui sont possibles, de ce qu'on appelle le biofeedback. Mais malheureusement, bah, en fait, un outil, il est utile que dans un cadre donné. Je crois que tu as des phrases pour ça, non? Je suis sûre que tu as une expression sur les bons outils. Euh, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, mais j'ai un parallèle qui m'est venu de par la conversation que j'ai eue à midi avec les enseignants au collège et en parallèle avec les profilages que je fais depuis quelques années maintenant, profilage endurance, physio, etc. Et en fait, moi, j'avais commencé ces profilages, et on reviendra après avec le processus que tu as décrit, mais j'ai commencé les profilages il y a quelques années en étant fasciné par la physiologie, en voyant qu'on pouvait mesurer plein de trucs cool et comprendre comment le corps fonctionnait. Et forcément, les gens, ils venaient faire un test et ils me demandaient, ouais, mais maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais pour Ah ouais. m'entraîner? Et en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure, et je réalise maintenant, surtout en repensant aux années et aux centaines de tests que j'ai faits, que je regardais rarement les datas qu'on avait collectées pour leur dire quoi faire. Je me retrouvais à leur poser plein de questions sur leur routine d'entraînement, sur leur saison, sur leurs objectifs, leurs forces, leurs faiblesses, leurs ressentis. Et tout ça avec le bilan physio, ça me permettait d'avoir un retour concret sur ouais, tu dois travailler ça parce que là, tu as plutôt travaillé ça avant, ou alors il manque ça, on le voit en plus sur le test, et donc ça nous indique qu'il faut aller dans cette direction, mais que les datas, elles te disent ce qui est, et elles te disent pas quoi faire avec. Et Ouais. souvent, en fait, c'est le contexte et la personne et tout ce qui vient avant, tout ce qui est maintenant et tout ce qu'on veut après en termes d'objectifs, de calendrier, etc., qui va pouvoir nous guider dans notre réflexion. Mais juste faire un test et faire une mesure, juste parce que je connais ta VO2 max, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir t'écrire un plan d'entraînement. Au contraire, même, je dirais que c'est la valeur la moins utile pour écrire un plan Pour d'entraînement. commencer, ouais. Euh, alors que tout le monde veut connaître sa VO2, tout le monde veut faire un test, mais en fait, c'est pas ça qui va te dire quoi faire avec. Donc, je te laisse continuer sur comment on fait et l'importance du contexte, mais ouais, j'ai pensé à ce parallèle-là par rapport aux mesures. Les mesures, elles te disent pas quoi faire avec. Ouais, complètement. Après, il faut partir de quelque chose et je pense que notre amour pour la science, toi et moi, c'est clair qu'on rejette pas les outils ni les datas. Au contraire, je pense que toi comme moi, on est les premiers à être trop contents d'avoir une base de données avec plein de chiffres dedans. Mais en fait, hors du contexte, ça ne sert à rien. C'est qu'en fait, Hmm. c'est l'histoire et la connaissance du sujet qui va vraiment, enfin, du sujet du participant, de la patiente, qui va vraiment nourrir tes chiffres et toi, tu vas les faire sublimer, quoi. Donc, la première partie pour moi, c'est le bilan qui va me donner du coup un type de problème. Parce qu'effectivement, le constat, généralement, c'est qu'il y a une fuite urinaire ou des impériosités, donc une urgence à l'envie d'uriner, d'avoir tout le temps envie de pisser. Et en fait, déjà, le bilan va nous dire, OK, pourquoi on en est là? Et en fait, dans le cas des fuites urinaires à l'effort, ben, pour moi, il y a 2 tableaux qui sont, bon, 3 tableaux, on va dire. Un tableau où il y a un manque de force réelle et généralement, pour le coup, quand j'ai cette hypothèse-là qui me vient en tête, nous, dans l'intimité et dans les bilans que l'on peut proposer, ce sont des bilans endocavitaires qui sont pas forcément obligatoires, mais qui vont apporter une pièce du puzzle qui est conséquente. Donc, comment ça se passe un bilan endocavitaire? Bah, effectivement, on vient insérer justement un doigt ou une sonde. Il y a des personnes qui le font avec une sonde, donc qui est un capteur de pression ou un capteur EMG, justement pour voir le reflet de la force qui est de pression qui est développée. Donc nous, on va demander par des consignes, donc en disant est-ce que vous pouvez serrer mon doigt, est-ce que vous pouvez justement essayer de fermer la lumière des orifices, est-ce que vous pouvez retenir, faire comme si vous reteniez un gaz. Nous, en fonction du résultat à cette commande
enfin, de cette commande, en fonction de ce qui se passe, on va avoir du coup un tableau qui va se dessiner. Est-ce qu'on a un périnée qui est capable de faire ce qu'on lui demande ou pas du tout? Et en Mm. fonction de ça, en fait, tu vas déjà affiner un peu les choses. Cette étape-là, je pense que c'est l'étape qui fait peur. Il y a quand même beaucoup de violences obstétriques. Il y a déjà quand tu as été enceinte et que tu as accouché, tu as littéralement tout l'hôpital. C'est des femmes qui disent, c'est le nombre de jeunes mamans qui m'ont dit ça. Bah, de toute façon, tu peux y aller, il y a tout l'hôpital qui m'est passé dessus. Je suis pas assez après. Bah, en fait, si, tu es peut-être assez après. Donc, en fait, si on peut travailler sans que je le fasse, je ne le ferai pas. Donc, si vous n'êtes pas à Mm. l'aise avec ça, on n'est pas obligé. C'est juste que c'est une pièce du puzzle qui est importante pour mon bilan. Mais en fait, au vu de ce que vous m'avez dit, je vois que clairement, on a beaucoup de travail à faire au niveau du pied. Donc, on peut avoir cette porte d'entrée qui va être OK, vous avez des fuites urinaires en courant à partir du 10e kilomètre. Je ne sais pas si c'est tant un manque de force du périnée que peut-être un manque de musculature ou d'endurance du membre inférieur. Enfin, en tout cas, il y a les deux portes d'entrée et tu peux aussi faire tester des choses et voir ce qui répond. Donc, en fait, moi, j'arrive aussi à travailler à distance sans faire de bilan endocavitaire. C'est juste que parfois, c'est un peu la pièce manquante de ton équation parce que tu réduis pas pareil un périnée qui est faible et qui a besoin d'être renforcé de manière isolée parce qu'en plus, c'est une zone intime, c'est une zone qui est parfois taboue, c'est une zone qui est parfois mal contrôlée, c'est une zone qui parfois a été meurtrie, donc par tous les sens du terme, par des violences sexuelles malheureusement, par des violences avec le partenaire, par méconnaissance de son propre corps. On a du mal à savoir c'est quoi une bonne contraction du périnée. Donc en fait, quand on te dissère ton périnée et que tu sais même pas si tu fais bien ce qui est censé être fait, bah en fait, on sert à ça des fois, nous, rééducateurs, c'est juste à clarifier qu'est-ce qu'on est attendu et des fois, la personne peut être tout à fait autonome. Donc c'est vrai que je suis Mm. quand même plutôt partisane, moi, du bilan endocavitaire. Ça fait pas partie de l'exclusivité de ma pratique, mais je pense que c'est une pièce importante du puzzle qu'est le bilan d'un être humain que de pouvoir avoir cette information. Toutefois, si la Est-ce personne que, n'a pas envie, c'est pas indispensable en fait. est-ce que tu sais s'il y a des kinés qui sont opposés à ce genre de bilan? Au bilan endocavitaire, Ouais. en fait, si tu veux, bah, tu parlais un peu des tendances qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a vu passer des réels qui disaient «T'en as marre qu'on te mette des doigts». Moi, c'est vrai que en tant que thérapeute, déjà, je mets pas des doigts aux gens. Enfin, je fais un bilan endocavitaire, j'essaie Mhm. d'objectiver la santé d'un plancher pelvien et c'est pas un acte sexuel. Et je trouve que c'était malaisant en fait de d'avoir ce. Alors, je connais Instagram, je vois très bien ce qui fonctionne. Plus le contenu est clivant, plus il est trash, plus ça fait des vues. Donc, je comprends un peu pourquoi ce gimmick-là a été donné. Malheureusement, je trouve que ça a un peu dégradé notre profession et que ça nous a un peu divisé entre celles qui touchaient et celles qui ne touchaient pas. Et Dieu sait pourtant que je trouve que les deux sont complémentaires et que honnêtement, je m'éclate à ne pas faire de périnée pur et en fait de faire de la kiné du sport avec un peu de périnée dedans et finalement de pas faire de Mhm. bilan endocavitaire ni de rééducation endocavitaire. Pour autant, c'est une nécessité parfois, voire souvent, quand même de quand même faire un bilan endocavitaire. Donc oui, il y a eu une tendance où c'était bon bah on touche plus les périnées, voilà. Je trouve qu'on retourne un peu à l'équilibre et qu'il y a de la nuance qui est apportée de plus en plus. Et à la fois, ben j'ai malheureusement eu des patientes qui m'expliquaient qu'en fait elles ont eu que ça et qu'elles voyaient pas que ça fonctionnait. Elles voyaient bien que ça ne fonctionnait pas par rapport à leur sport. Donc en fait, Mhm. le trop, enfin, ce qui fait aussi que les personnes ont eu besoin d'un autre discours, c'est qu'à un moment donné, bah, trop, c'est trop. Et typiquement, après un accouchement, t'en as aussi un peu marre des différents touchés à ce niveau-là. Vous êtes dilaté à combien? T'as eu des sutures, t'en peux plus. Enfin, des fois, t'as juste envie qu'on te foute la paix à ce niveau-là. Et c'est OK. Et si t'as un vécu émotionnel autour de cette zone, t'as pu être violenté sexuellement à ce niveau-là, bah en fait, même c'est presque nécessaire. Si la personne n'est pas à l'aise avec ça, on a moyen de travailler sans toucher. Je pense que ça, c'est hyper important à clarifier. Et il y a autant de thérapeutes que de personnes sur Terre. Enfin bon, il y a quand même un peu plus de personnes sur Terre que de personnes formées en kiné périnéale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas changer de thérapeute. Voilà, vous n'êtes pas marié à un thérapeute. Je sais que c'est difficile dans les déserts médicaux, mais en fait, quand vous vous sentez pas entendu, pas compris, en fait, c'est dur de repartir dans un nouveau cursus de soins, c'est de l'errance thérapeutique. Mais vous pourrez trouver quelqu'un qui a un discours qui vous convient. Et honnêtement, il y a des personnes qui travaillent très bien en ligne, sans les mains, pour quand même aider. Donc en fait, pour moi, c'est complémentaire et je trouve qu'il y a une guéguerre qui n'a pas lieu d'être à ce niveau-là. Je sais pas, enfin voilà, c'est quand même apaisé, C'est, mais c'est que, comme j'aime bien dire souvent, c'est et pas ou. Parce qu'on veut toujours ouais, essayer de c'est séparer ça. les choses, de dire faut choisir entre l'un et l'autre. Et en fait, dans la majorité des cas, sauf dans le cas du sommeil où plus c'est mieux,
Euh, Ouais, c'est vrai. dans la majorité des cas, il n'y a pas d'absolu et en général, Ouais. on peut travailler avec les deux ou alors, comme tu l'as bien dit, selon le contexte de la personne, on peut Ouais. choisir le bon outil ou la bonne approche pour que ce soit adapté et que, encore une fois, la personne, elle s'y retrouve aussi et qu'elle se sente, comme tu l'as bien dit, écoutée et prise en charge en tant qu'individu. Et ça, c'est le plus important. Tu as parlé. euh, je vais revenir sur le bracing après. Je veux pas qu'on oublie ce Ouais. point-là parce que je pense on peut apporter des points intéressants, notamment vis-à-vis des sports de force, mais aussi parler du contexte course à pied. Est-ce qu'il y a des manipulations à faire de Mm. ce côté-là ou pas? Mais avant ça, je te laisse continuer le processus. Donc, on a Ouais, pris du en bilan. charge la personne, on a posé les bonnes questions, on a établi le On sait contexte. quel type. On a... Ouais. Ouais. Du coup, Vas-y, tu je es te à laisse l'étape. continuer. Vas-y. Et bah, du coup, on est à l'étape où on se dit, OK, est-ce qu'on a un périnée qui est compétent? Est-ce qu'on a un Hmm, périnée qui est pas compétent? Si on a un hmm, périnée qui est pas compétent, c'est là où nous, effectivement, kiné rééducateur du plancher pelvien, on va isoler un peu la personne sur une table, allongée classiquement, parce que c'est là où il y a le moins de chaos. Et on va essayer de lui faire comprendre c'est quoi les contractions. OK, contracte, OK, relâche. On a des outils pour ça. Ça peut être des outils de stimulation. Donc, quand je vous parlais des sondes, c'est des sondes qui sont endocavitaires. Il en existe plein de sortes qui convient à tous les types de vagins. Et l'idée, c'est d'apporter du coup soit une stimulation électrique, donc vraiment avoir un recrutement musculaire dans les cas les plus compliqués où la personne a vraiment peu de perception. On peut avoir de la stimulation pour avoir du recrutement musculaire qui permet de comprendre le relâchement aussi, parce qu'il y a des personnes, c'est un problème de relâchement, pas tant un hmm, problème de compétence, c'est qu'elles arrivent pas, elles arrivent bien à contracter, mais elles n'arrivent pas vraiment à relâcher, ce qui fait que le périnée n'est pas compétent dans les gestes comme le saut, ou il se fatigue très vite finalement. hmm, Donc, on aura tout le travail avec sonde ou avec justement le feedback manuel du thérapeute, donc le fait d'être en endocavitaire, pour essayer de comprendre et d'améliorer la fonction isolée du plancher pelvien. Pour avoir un niveau de fonction qui est, on va dire, considéré comme acceptable. Donc, nous, on va coter ça de 0 à 5, 5 étant le très compétent, 0 étant il n'y a pas du tout de contraction. Bah, à partir de 4, 3, 4, 5, en tout cas le 4, nous, on considère qu'il y a déjà une reprise qui est envisagée et le fait de faire de l'impact va être aussi une rééducation du plancher pelvien, par exemple. Donc, sauter va produire normalement des forces de réaction avec une contraction réflexe du périnée à chaque impact. Donc, en fait, à hmm. nous de naviguer. Donc, quelqu'un qui part de très très loin, on va peut-être devoir travailler de manière très isolée sur le système pour augmenter sa compétence. Et je pense que c'est un parallèle qu'on fait avec n'importe quelle rééducation. Avant d'aller dans des mouvements complexes, bah, on va sur des choses plus simples pour que le cortex arrive à bien enfin, percevoir la zone. Justement, on parle de contraction, de relâchement. Bah, c'est quoi un relâchement, c'est quoi une contraction, etc. Dans le cas où tu as des périnées qui parfois sont considérés comme trop forts, donc il y a beaucoup de personnes qui vont se présenter à nous en disant j'ai un périnée hypertonique, c'est ce que m'a dit la gynécologue. Bah, en fait, c'est pas tant des périnées hypertoniques, on dit pas ça des autres muscles, on ne dit pas ouais ton quadriceps il est trop tonique. En fait, c'est surtout qu'il y a un défaut de relâchement. Et du coup, ça pose D'accord. problème justement dans la réactivité, par exemple, à la corde à sauter. Si ton périnée, donc un périnée en bonne santé, il est capable de... On peut imaginer un A majuscule, donc ça c'est une image que je tire des Américaines avec qui j'ai pu me former. Euh, un A majuscule, un périnée qui se contracte, ça va être vraiment la pointe du A. Donc on va avoir vraiment une fermeture des orifices, donc pour la femme. Et une élévation. Ça, c'est important, c'est vraiment une partie qui manque souvent dans les contractions du plancher pelvien. Et un périnée en bonne santé, c'est un périnée qui est capable de se relâcher et qui est capable du coup d'aller dans la base du A majuscule et donc avec une ouverture des orifices un peu plus. Euh, quand on parle, quand on marche, quand on est debout, on va dire que le périnée, il n'est pas complètement relâché, mais il n'est pas censé être complètement en haut. Il est dans un état basal qui va être la barre du A. Voilà. Et donc, Hmm, en fonction de ok. nous, ce qu'on voit au niveau du bilan endocavitaire, en fait, on arrive à voir si c'est un périnée qui est plutôt haut perché, est-ce que c'est un périnée qui arrive à descendre ou pas du tout, ou est-ce que c'est un périnée qui est complètement en bas, et du coup qui manque de force même pour aller sur son état basal. D'où le fait que je suis quand même assez, on va dire, attachée au bilan manuel, sachant aussi que ce que j'apprends en formation, moi, c'est d'apprendre à palper sur les vêtements, et d'essayer de récolter un maximum d'indices à travers le vêtement pour comprendre à quel type de périnée on a affaire et à quel type de compétences on a affaire, à quel type de profil. Donc, en fonction de ça, bah, il y a des personnes, on va surtout apprendre à relâcher. Et à des fois, ça va être, ok, bah alors oui, tu es hôtesse de l'air, oui, tu es danseuse, mais en fait, ton ventre, il n'est pas censé être rentré en permanence. Voilà. Et t'es pas non plus, c'est pas parce que tu as des futurs urinaires que tu dois serrer ton périnée en permanence.
Ce qui fait qu'il y a un gros Mm. débat, nous, dans notre microcosme des kinés du périnée, c'est faut-il contracter ou pas contracter? Voilà, est-ce qu'il faut le faire en automatique, pas en automatique? Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on manque de littérature, honnêtement, ce qui fait que chacun a sa propre perception clinique des choses. Mais il y a vraiment des profils de femmes où le périnée est assez haut, monté et a du mal à descendre. Et typiquement parce que bah, elles veulent être droites, ventre rentré. Voilà, on veut pas montrer qu'on a du ventre, donc on fait que rentrer, rentrer, rentrer le ventre. Et typiquement, on serre aussi le périnée parce qu'on nous a dit qu'il fallait serrer le périnée parce qu'on avait des futurs urinaires. Donc finalement, il y a un peu une désorganisation de la commande volontaire et automatique. Mm. Et donc ça fait partie, c'est un autre tableau de rééducation. Où pour le coup, en fait, on va pas s'obséder à monter la force et la compétence, on va plutôt essayer de comprendre, ok, pourquoi t'en es là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que ton périnée il soit tout là-haut, là-haut? Faut que tu me racontes. Donc de nouveau, on parle et on essaie de comprendre et de déconstruire, etc., etc. Et après, t'as pour Ça, moi tout ce qui est les problèmes techniques. Donc c'est-à-dire que le périnée va bien. Quand je fais mon bilan, je suis là. J'ai rien à me mettre sous la dent. J'appelle ça chercher les éléphants dans la pièce. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que clairement, là, j'ai pas l'impression que c'est un problème de périnée. Ok, t'as du futur urinaire, mais on va commencer à parler bah, de ce qui nous intéresse. Et dans le powerlifting, moi, ça a été ma porte d'entrée dans le sport en disant, attends, vous avez des ceintures aussi grosses que ça, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites pas des soulevés de terre comme tout le monde? C'est quoi ce délire de carter les jambes, etc., etc. Et en fait, c'était hyper intéressant, ce qui fait que j'ai mordu à l'hameçon et que maintenant, je pratique ce sport, quoi. Et du coup, le ouais, dernier donc tableau, c'est la technique. comme tu l'as dit, la technique ça me fait penser aux 3 I de Portal: isoler, intégrer, improviser. Et donc Mm. d'abord, tu isoles le muscle de manière, on va dire en simplifiant l'environnement, comme tu l'as dit, couché, parce qu'il y a moins de chaos, donc tu n'as pas à te battre contre la gravité et tu n'as pas tout ça à gérer, donc on va pouvoir le faire Exactement. en isolation. Ensuite, on va l'intégrer dans un mouvement simple, puis dans un mouvement plus technique, plus chargé, etc., pour voir si on arrive à transférer au final cette compétence qu'on a développée ou qu'on a redéveloppée de manière isolée. Et j'imagine il y a un pont là aussi à faire, un transfert à faire Ouais. entre la compétence de base et ensuite la compétence, parce que dès que tu changes ta position dans l'espace, tu changes ta relation à la gravité, tu changes les contraintes et la manière dont tu dois t'adapter, et c'est pas forcément toujours évident de faire ce transfert. Donc il y a peut-être des Mm, retours, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être des retours en arrière où on revient pour reconsolider quelque chose avant de repartir pour essayer de mieux l'intégrer, avant de pouvoir être comment dire ça, en freestyle total, et de pouvoir mm. au final répondre à toute contrainte externe, peu importe lesquelles elles sont, le chaos Exactement. total d'un match de rugby par exemple. Ça, ce serait Mm. la dernière case au final de cette progression. Ouais, exactement. Et du coup, tu vois, pour refaire le parallèle avec le rugby, c'est que nous, kinés du périnée, on apprend à rééduquer sur une table. Donc des fois aussi, ce que je voudrais dire, c'est peut-être la solution. Enfin, c'est pas, j'aime pas blâmer mes collègues, c'est que des fois aussi, quand il y a des échecs de rééducation, c'est que moi, la double casquette kiné du sport plus kiné du périnée, c'est vrai que ça m'a fait ouvrir un 360 et que j'étais frustrée des fois de certaines formations qui étaient très table centrées. Où oui, c'était une nécessité, mais ça ne correspondait absolument pas aux besoins de ces patients-là. Ce qui fait que du Mm. coup, nous, il y a eu un peu une fracture entre ces deux mondes. Et c'est vrai que du coup, il y a eu surtout beaucoup de patientes qui ont terminé leur éducation avec leur sage-femme ou avec les kinés du périnée. On leur a dit, oh, votre périnée va très bien. Et en fait, quand elles courent, elles ont encore des futurs urinaires. Et du coup, ça a créé bah, un manque de confiance vis-à-vis de ce champ-là professionnel, quoi. Donc, ouais, il faut avoir du raisonnement clinique. Il faut effectivement avoir une appréciation un peu du chaos et du sport en question parce que sinon, bah, tu peux pas répondre à toutes les questions. Et après, la question, c'est aussi, est-ce qu'une seule personne doit tout gérer ou est-ce que c'est deux personnes qui travaillent main dans la main, une qui est kiné du sport et l'autre qui est kiné du périnée, et en fait qui arrivent à travailler ensemble en disant, OK, moi j'ai fait ma part du taf, il faut qu'elle fasse attention encore à ça, 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 et ensuite, bah, à toi de jouer. Elle a besoin de faire des sauts, elle a besoin de faire de la pliométrie, elle a besoin de refaire du gainage fonctionnel, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a un sujet super intéressant sur la communication en tant que Ouais, professionnel du sport et de la santé, et le fait de travailler avec d'autres corps de métier, et surtout ouais, comprendre et connaître et respecter ta propre sphère de compétences. Moi, en tant que coach préparateur physique, je ne suis pas à même de faire ce genre de bilan ou de même savoir de quoi je ouais, parle dans ce monde-là, parce que je suis pas formé. En plus de ça, c'est pas mon métier. Et je dois savoir dire, ok, là, en fait, ma compétence s'arrête, je dois passer la main au final, délégué, ouais, déléguer à quelqu'un de compétent. Et je pense que c'est pas toujours facile, parce que peut-être que pour certains professionnels, tu te dis, ouais, mais moi, je veux aider cette personne, et donc je veux essayer de le faire du début à la fin. T'as peut-être pas envie de collaborer et de parler à quelqu'un d'autre, mais pour
la chose la chose qui est juste à faire envers ta cliente ou ton athlète ou ta sportive, c'est justement de faire en sorte qu'elle travaille ou qu'il travaille avec la personne la plus compétente possible. Et Mhm. comme tu l'as dit, ça veut dire savoir quand il faut passer la main, savoir quelles informations passer Mhm. pour améliorer les choses de l'autre côté, qui est cette continuité et pas juste cette cassure de dire, comme tu as dit, voilà, Mhm. ton périnée, il est capable, tu es capable de le contracter, et Ouais. il est fort, donc tout va bien, et puis retourne à la normale, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, ce discours-là, malheureusement, il met la faute sur la patiente. Alors que, en fait, Ouais. bah non, elle a juste pas été exposée à l'ensemble du continuum nécessaire à son full return to play. Mais il y a que dans le Mhm. périnée où on n'a pas encore. Enfin, et franchement, il y a des personnes exceptionnelles qui sont en train de travailler là-dessus. Donc, je pense à Graine Donnelly, je pense à Sylvia Giaggio, je pense à l'international beaucoup parce qu'en France, on a vraiment loupé un virage au niveau de la recherche sur le périnée et de la recherche en kiné. Hein. Je fais une thèse en sciences du sport, pas sur la rééducation. Sinon, je ferais clairement une thèse sur la rééducation périnéale. Mais clairement, le système actuel en France fait que, en fait, chez les stapsiens, ils m'ont juste dit, mais tu vas faire quoi là? Non, mais t'es ouf, on sait même pas où c'est ce muscle, tu veux qu'on fasse quoi? Donc, clairement, je me suis heurtée un peu aux limites de la continuité des corps de métier, comme tu disais. Donc, Mhm. franchement, les choses sont en train de bouger. C'est juste trop excitant de faire de la recherche sur la femme. En 2026, je vous jure, il se passe des trucs de fou furieux. Notamment, il y a Maggie Davenport, qui est une Canadienne qui fait de la recherche sur les femmes enceintes, qui est en train de Mhm. faire des études cliniques de fou sur le bracing des femmes enceintes, alors que Vasalva a été interdit jusqu'il y a 2 ans, tu vois, en se disant, oh là là, on sait pas trop ce que ça fait sur le fœtus, donc voyons. Et là, elle a fait lifter des nanas à plus de 70% de leur RM et en montrant que ça allait bien pour la maman et pour le bébé. Donc là, actuellement, on est Wow. dans un espèce d'espace-temps où on charge plus les études sur la femme enceinte que les études sur le périnée parce qu'elles sont menées par la sphère plutôt urologique et donc vessie-centrée, avec des personnes Mhm. qui ne savent pas prescrire de l'exercice. Donc là, on est Ouais. en train de réunir les deux mondes grâce à des personnes aussi exceptionnelles que Maggie Davenport. J'espère un jour contribuer, je ne sais pas de quelle manière, à tout ça. Mais déjà, juste en posant des réflexions, en essayant de former, je pense qu'on arrive à faire notre petite tambouille de terrain où on arrive à poser l'ego et se dire, OK, bon, pourquoi, c'est quoi? C'est que je veux aider cette femme. OK, je suis que coach, mais en fait, je connais une kiné du périnée et au pire, ben, je vais lui poser des questions un peu précises. Elle, je vais lui dire, bah, en fait, je crois qu'elle a des fuites là-dessus. Moi, au pire, je peux lui faire des gammes intermédiaires où il n'y a pas d'impact. Et en fait, faut aussi que la kiné du périnée, qui ne soit pas formée en kiné du sport, puisse passer commande en disant, elle n'est pas prête à retourner à l'impact, mais est-ce qu'on a des patterns de mouvement qu'elle pourrait faire qui vont la remettre dans le geste sportif? Et il faut aussi que le coach, il connaisse toutes les régressions, en fait, de chaque pattern de mouvement dont il a besoin pour sa pratique, pour justement scale à un seuil où il n'y a pas de fuite, en fait. Mhm. Ouais, et bah, peut-être ça nous amène à un point intéressant pour les coachs ou les kinés du sport qui nous écoutent. Euh, Comment est-ce qu'on peut, nous, mieux accompagner des athlètes qui seraient dans cette situation-là, qui auraient potentiellement travaillé avec un ou une spécialiste du périnée, qui ont maintenant une capacité de contraction qui est, disons, suffisante pour retourner au terrain et ensuite, quel Mhm. type de communication on doit avoir, comment aborder ça de manière Ouais. ouverte, quel retour on peut faire à la kiné ou au kiné. Parle un petit peu de ce genre d'interaction que tu as certainement avec des coachs et des préparateurs physiques et comment on peut, Mm. nous, en fait, faire notre bout de chemin et faire notre part de travail sans, encore une fois, aller au-delà de notre sphère de compétences. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que vous avez pas une posture facile parce qu'on touche vraiment à la fois à la blessure. Parce qu'en fait, tu vois, tu vas pas dire que t'es pas considéré comme blessé quand tu as des futurs urinaires. Et donc, en Mm. fait, on a des vrais problèmes aussi de classification quand tu as une entorse. Déjà, c'est moins tabou d'en parler. Alors que quand on a des futurs urinaires, c'est presque quand tu vas avoir des grosses, grosses, grosses futurs urinaires que tu vas commencer d'en parler. Alors qu'en fait, tu as déjà peut-être eu des signes avant-gardistes avec une petite fuite, une petite goutte. Et il faut que tu lâches à grandes eaux pour commencer d'en parler. Alors qu'en fait, le problème est là depuis Mm. certainement un petit moment. Donc je dirais que la première étape, c'est peut-être de créer une safe place avec le groupe. Donc c'est toujours plus difficile quand tu coaches en groupe qu'en individuel. Mais je trouve que c'est les mêmes questions autour du cycle menstruel. C'est OK, je sais que en tant que femme, tu peux expérimenter des choses. Sache que tu peux tout me dire et que c'est des infos qui vont m'aider à mieux adapter mon entraînement à toi. Parce qu'en fait, moi, d'avoir coaché en one-one là beaucoup de femmes sur mon étude clinique, d'avoir accompagné à distance des femmes qui avaient des fuites urinaires, euh, le fait de ne pas savoir pourquoi cette information était importante en tant que rééducatrice ou coach, elle trouvait pas nécessaire de me la rapporter. Et du Mm. coup, des fois, de juste clarifier en disant, bah, par exemple,
au début de saison en disant: «Écoutez, vous avez un corps de femme, il peut se passer différentes choses. Moi, j'ai 2 choses à savoir. Si vos règles s'arrêtent, pour moi, c'est hyper important, il faut qu'on en parle». Donc c'est le sujet du REDS, qu'on n'aura probablement pas le temps d'aborder, mais tu vois, c'est pour moi, je le mets au même niveau. Ça fait partie des infos de santé qui sont essentielles pour la performance à long terme, mais après, c'est à nous de se positionner sur qu'est-ce qu'on veut pour les gens. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent bien et qu'ils s'amusent dans leur sport et qu'ils le pratiquent le plus longtemps possible. Donc garder ces Mm. règles, c'est déjà un objectif, important en tant que coach et clairement, dans cette même conversation sur j'imagine ce temps, on va dire, avec tout le monde sur la piste, bah, j'ai aussi besoin de savoir si vous expérimentez des futurs ENA. Alors, vous n'êtes pas obligé de me l'hurler en plein milieu du stade, mais je serai toujours là pour vous écouter par rapport à ça, parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau de votre système. Est-ce que votre gainage, il n'est pas approprié? Est-ce que c'est votre pose de pied? Est-ce que c'est votre technique de course? Est-ce qu'il se passe d'autres choses sur lesquelles j'ai pas la main? Bah, moi, ce que je souhaite en tant que coach, c'est vraiment vous aider à être bien dans votre corps. Et ça signe un critère où il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'on veut pas qu'il se passe. Et clairement, Mm. bah, dans la course à pied, ça va être le gainage du tronc, la pose du pied au sol, la force au niveau des hanches, la force au niveau des propulseurs en général, hein, donc clairement comment tu amortis, comment tu renvoies, de manière très globale. Si tu fais du trail, bah, à quel moment ça arrive? Est-ce que c'est en montée? C'est rarement le cas. Est-ce que c'est en descente? C'est souvent le cas. Du coup, bah, ça pose la question de la technique de descente, et cetera. Et là, c'est les outils du coach, en fait. Même les kinés du périnée, elles sont pas forcément, on va dire, bons là-dessus. Mais tu auras toujours cette pièce manquante du puzzle, c'est OK, cette femme va te rapporter une future urinaire, mais tu sauras pas quel genre de périnée tu as. Est-ce que c'est un périnée qui aura besoin de plus ou besoin de moins? Et c'est Mm. toujours ça qui fait que c'est une collaboration pour moi qui est essentielle. Et des fois, on va pas voir les gens pendant 1 an, mais juste, OK, en fait, il faut surtout que tu intègres que ton périnée ne doit pas être serré tout le temps. Donc, par exemple, à chaque feu rouge, nous, c'est notre taf kiné du périnée de dire, OK, par exemple, à chaque feu rouge, bah, essaye de penser à l'état de ton périnée. Est-ce que tu es en train de serrer ou au contraire, est-ce que tu es relâché? Ou alors, à chaque fois que tu vois une couleur bleue, bah, essaye d'avoir cet état de vigilance. Est-ce que tu arrives à scanner ton corps et voir comment t'es? Est-ce que tu es sous tension? Généralement, c'est des gens aussi qui du trapèze aux dents, à tout ce que tu veux, tu vois, tout est up. Bon, bah, tu vois, des fois, ce scan corporel, il aide à amener de la conscience. C'est des personnes qui prennent conscience qu'on peut pas être tout le temps en mode sympathique avec fight or flight. En fait, à un moment donné, il faut intégrer des choses pour ralentir. Et du coup, c'est des profils où ils apprennent à ralentir aussi à travers d'autres outils comme la respiration, la méditation, de la mobilité. Enfin, ça peut prendre plein de chemins différents. Donc, je dirais que pour la course à pied et en groupe, je ferais ça. Et sur les sports de force, bah, clairement, tu voulais qu'on parle du bracing. Bah, typiquement, même chose, hein, Mm. pour moi, quand tu prends un coaching one-one, c'est à toi d'établir les règles en tant que coach. Et pour moi, pour une femme, c'est de dire, écoute, ton corps m'intéresse, enfin, je veux que tu ailles bien, je veux te coacher pour le meilleur, et si on veut le meilleur pour toi, il faut que tu sois en santé. Donc, même chose, si tes règles disparaissent, si tu as des douleurs pendant tes menstruations, j'ai besoin de le savoir, parce qu'en fait, en tout cas, c'est une safe place, ça ne va pas forcément induire un changement de programmation, mais en fait, c'est surtout, bah, je vais soit te proposer un plan B, soit peut-être te dire, est-ce que tu peux décaler ta séance? Et moi, typiquement, j'ai réalisé que bracer en ayant des douleurs de règles, ah bah, c'est pas du tout la même chanson que quand tout va bien, en fait. T'as pas Mm. accès au même potentiel d'activation. Quand t'as déjà mal à ta paroi abdominale, bah, la qualité de ton bracing, il est radicalement différent quand t'as mal à 8 sur 10 au beat, justement. Donc, pour moi, c'est des informations à faire émerger et en fait, à vous de poser le cadre aussi en disant: «Je suis capable de les recevoir». C'est pas un Et je pense que la difficulté, c'est de pas se sentir, trop intimiste ou tu sais, de violer un peu l'intimité de la personne. C'est que ce cadre, il dit: «Bah, moi, ça m'intéresse parce que je sais que ça peut avoir un impact sur ta performance» et des fois, il y aura pas d'action particulière. C'est juste que la personne, elle s'est sentie écoutée. C'est une safe place où j'ai pu déposer que j'étais pas à 100 de mon potentiel parce que j'avais mes règles, mais j'avais pas le choix, fallait que je fasse, par exemple, ou alors j'étais en SPM, ou alors peu importe, hein, ou j'avais une gastro, tu vois. Enfin, pour moi, je le mets au même niveau. Si tu as des Mm. symptômes pour une raison X ou Y, ton coach, normalement, c'est une relation où tu peux faire émerger cette information pour que lui, il en tienne compte et se dise, OK, c'est pas grave, t'inquiète, le taf est fait. La séance, ta prépa se joue pas là-dessus. On passe à la séance suivante et j'espère que ça ira mieux. Si ça va pas mieux, tu me le dis, on trouvera une solution. Et sur les futurinaires, bah, effectivement, si tu as des futurinaires pendant un lift, bah, fais-le moi savoir. On essaiera de voir, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est sur tous les lifts? Est-ce que c'est sur ta série la plus lourde? Est-ce que c'est sur ta montée de gamme? Est-ce que c'est sur la fin de ton SBD, de la fin de ta semaine, de ton picking? Ou est-ce que c'est dès que ça a commencé, en fait, parce que, tu pas à structurer ton bracing et tu pousses, seulement avec de l'air, quoi? Donc voilà, je sais pas si Mhm. je me suis trop éparpillée, mais je trouve que poser un cadre et définir les propres règles de sa collaboration coach-athlète, ça permet de faire émerger ces sujets-là. Et après, bah, faut avoir moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, on n'est jamais aussi fort que l'ensemble de son réseau.
Et donc, à chaque coach, je trouve d'avoir un couteau suisse de référent, que ce soit sur la santé menstruelle pour intervenir dans un club, sur le REDS pour intervenir dans un club et puis normaliser, une kiné du périnée qui peut venir se présenter en disant bah voilà, je suis habituée à travailler avec des coureuses. Si jamais ça vous arrive, sachez que un, c'est fréquent, c'est pas normal pour autant et je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à venir consulter au cabinet, etc., etc. Toi, des petites interventions comme ça peut être utile aussi. Deux choses. La première, j'adore le cadre que tu as posé et la manière dont on peut amener, nous, en tant que coach préparateur physique, ces sujets-là qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Et je pense, comme tu as dit, nous verbaliser ces sujets d'entrée de jeu pour montrer Ouais, qu'on a conscience de ces problématiques et pas juste dire est-ce que tu as quelque chose à me dire et juste la regarder droit dans les ouais, yeux et attendre exactement, que quelque chose. Non, c'est pas. Non, exactement. il faut mettre le climat de confiance et dire voilà, si tu as ou tu as eu des fuites urinaires, même si c'est un tout petit peu, ou alors c'est pas un tout petit peu, sache que ça fait partie de l'activité et donc c'est bien que moi je le sache parce que c'est pas des choses qu'il faut juste laisser sur le côté ou dont il faut avoir peur de parler. Ben, Donc et en fait, c'est le même raisonnement qu'une douleur lombaire, tu vois. En fait, ok, ça veut ouais. dire qu'il y a un système qui tolère mal la chose. Donc, qu'est-ce que tu ferais si la personne te dit qu'elle a mal à la hanche sur son top 7? En fait, Mhm. ça va induire un comportement en tant que coach, normalement. Alors, si ça induit rien, je suis désolée, le podcast doit être particulièrement compliqué pour vous, du coup. Mais normalement, c'est censé induire une réaction de la part d'un coach quand la personne réfère des douleurs, un blocage ou quelque chose qui C'est- se passe pas comme votre plan, quoi. et c'est ça le coaching, c'est ça notre travail. C'est d'adapter Mm, au retour de la personne. c'est ça. Après, c'est de la sémantique, comme tu aimes bien dire, mais la programmation, la phase, la première phase, c'est ce qu'on va mettre en place, c'est le plan A au final. Mais le plan Ouais. A, il ne se passe jamais comme on l'avait prévu, parce qu'il y a toujours des imprévus, des choses que nous, on n'a pas vues, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, vers le positif, vers le négatif. Il faut faire plus, il faut faire moins, il faut faire plus chargé, il faut faire moins chargé. Mm, mm. Et donc, c'est le fait d'adapter au quotidien ou chaque semaine avec les retours du sportif, de la sportive, de l'athlète, qui fait partie du coaching. C'est ça notre métier en fait, Mm. c'est d'adapter, c'est de trouver des solutions, c'est de trouver des régressions, des progressions au bon Ouais. moment pour qu'on ait cette concordance entre le plan établi, là où on essaye d'aller et ce qu'on fait véritablement sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est bien que tu l'aies remis en avant et c'est super important. Le deuxième point, je me suis perdu. Donc, on va retourner sur, tant que ça revienne, parce que ça reviendra peut-être, on va revenir Bah, attends, sur... je complète sur ce que tu disais pour les coachs. C'est des anecdotes de coach et c'est une question qu'on a super souvent, mais en me disant, mais comment j'aborde tout ça, tu vois? Que ce soit les règles Hmm. ou les fuites. C'est vrai que moi, j'ai choisi tous les sujets un peu tabous du monde. Et du coup, c'est plus facile, je pense, dans ma posture de venir en parler. Parce que je fais de la recherche sur l'un et l'autre, bah, c'est la rééducation que je mène le plus souvent. Donc, forcément, c'est peut-être plus simple. Mais de juste poser ce cadre, en fait, bah, en tant qu'athlète, vous avez déjà presque une relation de confiance et une alliance qui s'est créée et en fait, après, elle va peut-être vous en parler ou peut-être pas, mais en tout cas, elle sait qu'elle peut. Et honnêtement, Hmm. bah moi, on me l'a jamais dit dans mes coachings. Et même, et Dieu sait que je travaille sur le sujet. C'est vrai que tant que mon coach m'avait pas donné l'autorisation de parler de mes règles, j'étais un peu là en mode bon, bah du coup, je lui dis pas. Puis moi, je dis bon, écoute, je te le dis, je suis AG1, je braise comme une merde, donc elles sont pas super. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que du coup, je pense que dans le fond, il était assez ok à avoir ces infos, mais comme il m'avait pas établi le cadre, bah, j'étais un peu là Hmm. en mode bon, je peux pas. Alors que dans le Ouais. fond, enfin voilà, quand tu sais, tu prends l'info et tu dis oui, bah ça explique pourquoi tu étais moins régulière sur tes standards. C'est pas grave, on passe à la suite. Ouais, et ce que je voulais dire avant m'est revenu, donc je vais aller dessus. Avant ça, par rapport au cycle menstruel, on fait un petit à côté. Le fait que là aussi, c'est très individuel et que chaque Mm, femme le mm. vit différemment et qu'on peut pas juste dire t'es à ce stade de ton cycle, donc il faut faire ça, donc il faut faire plus de ça, moins de ça. Mais que, comme tu l'as dit, qu'on puisse adapter de manière convenable par rapport à la situation. T'as des douleurs au ventre, t'es pas capable de faire certains mouvements ou certaines positions sont plus contraignantes que d'autres à ce moment-là. Et ben peut-être qu'on échange deux séances, on fait quelque chose Ouais, c'est ça. on fait du vélo au lieu de la course à pied, ou on fait des charges qui sont plus légères, Mm, ou on fait une séance annexe au lieu de la séance principale. Y a toujours des modes de fonctionnement qui peuvent mm. aller dans le bon sens. Et ça, c'est à nous de trouver, c'est à nous le coach de trouver les solutions en équipe avec
Exactement. le sportif ou la sportive parce que, encore une fois, comme tu l'as bien dit, c'est une collaboration. C'est pas une Ouais. dictature, et ça, je le dis toujours au début de mes coachings. C'est pas une dictature. Toi, tu vas m'apporter autant que moi, je vais essayer de t'apporter. Moi, je vais t'apporter un cadre. Toi, tu vas m'apporter les réponses qui permettent de compléter en fait toutes les cases. Et cette J'adore. relation-là, bah, ça m'amène à l'autre point que j'avais oublié et qui m'est revenu, l'importance du réseau. Je pense que Ouais. des fois, on a de la peine à se dire que en référant quelqu'un, ça va être positif pour nous parce que c'est comme un échec de se dire ah ben moi j'ai pas pu résoudre ce problème donc je vais passer la main. Mais Mm. de un, tu vas mieux aider la personne que tu accompagnes parce qu'il y aura un ou une professionnelle de l'autre côté qui va pouvoir faire ça par des choses que toi tu ne peux pas faire aujourd'hui. Donc reconnaître les limites de tes compétences aujourd'hui. Et en plus de ça, et je pense que ça c'est sous-estimé dans notre monde du coaching, on devrait plus se tenir les coudes comme ça. Tu verras que quand tu commences à référer des gens vers un ou une spécialiste, il s'avère que assez souvent, il y a des gens qui viennent Il en t'en retour. réfère. Ouais. Ouais, Exactement. exactement. Et donc au final, Et des tu fois as même, tu t'as vas une devoir coacher symbiose. ce spécialiste. Ouais, exactement. J'aime bien dire que enfin, c'est pas moi qui le dis, mais j'aime bien cette expression que la nature remplit un vide. Et donc, quand tu pousses quelque chose, quand tu éloignes quelque chose de toi, ça crée un vide et souvent les choses reviennent juste naturellement. Mm. Et donc, des fois, pousser ton ou ta cliente vers quelqu'un d'autre, vers une spécialiste pour les Ouais. aider, bah, ça va potentiellement te ramener quelque chose. C'est pas l'objectif premier, on est bien d'accord de cette interaction. L'objectif premier, c'est d'aider la personne que tu accompagnes. Mais c'est quelque chose qui va être positif dans la dynamique globale, dans, comme tu l'as dit, le fait d'avoir un réseau qui est solide, le fait de pouvoir dire, alors moi, ça, je peux pas le gérer. Par contre, j'ai quelqu'un de très compétent à qui j'envoie tous mes gens Mm, et mm. je te commande d'aller le voir ou la voir. Et ça, je pense que c'est un point que tu as relevé qui est très important et qu'on fait pas assez dans notre monde. Mm. Ouais, complètement d'accord. Et en fait, je pense aussi que ça dit beaucoup sur, tu sais, ça en dit beaucoup sur notre ego et notre rapport à nous. Je pense qu'on a tous peur de manquer, hein, quelque part. Et perdre un client, ça fait peur. Mais en fait, je trouve que j'ai gagné plus en respect en disant je sais pas ou en référant. Je pense que j'ai plus gagné en alliance thérapeutique. C'est des gens qui m'ont renvoyé des personnes parce que j'ai Mm. été honnête, parce que du coup j'étais intègre et authentique. Et c'est un vrai travail sur soi que de comprendre que ça va pas nous enlever quoi que ce soit de faire ça. Mais je Mhm. trouve tes images très top. Ouais. Pour parler du bracing, ce Oui. bracing, tu as parlé de Valsalva tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous définir Ouais. le bracing? Est-ce que tu peux nous expliquer Valsalva? Et après, on va partir sur qu'est-ce qu'un bon bracing, qu'est-ce qui ne l'est pas et tout ce qui Ouais. s'ensuit. Alors, c'est vraiment ça qui m'a amené à la force athlétique, c'est que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est avec Fred Cossé, que tu connais bien aussi. Dans la formation Athletic Move, au début, j'étais participante. Maintenant, j'interviens sur le niveau 2, sur le périnée sportif, justement. Trop bien. Et à l'époque, du coup, je commençais le renforcement. Je crois qu'on m'avait jamais trop parlé de ça. On m'a juste dit, prends l'air. Voilà. Bloc. Et descends. Voilà, fais un squat. Je sors de la pièce ou comment ça se passe? J'adore. Donc c'est William, qui est un collègue kiné aussi, qui m'avait appris pas mal de choses. Mais c'est vrai que du coup, pour lui, c'était simple de contracter ses abdos. Alors moi, c'était un truc, bon, bah, je comprends pas trop comment tu veux que je contracte mes abdos sous la barre là. Je trouve pas ça intuitif. C'est pas un crunch. J'ai contracté Hmm. mon transverse, je sais faire du stomach vacuum, mais alors ça, voilà, c'est pas très clair. Et donc, Fred en parle pendant son niveau 1. Et c'est vrai que pour le coup, je commence à avoir des athlètes de force à ce moment-là. Et très vite, ça parle tout le temps de bracing. Bah, j'ai des fuites quand je brace, j'ai des fuites quand je brace. Je «Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et donc, j'ai commencé à retourner le web et il faut savoir que dans PubMed, bracing, c'est pas le terme, qui est employé. Donc tu vois, tu avais cette dichotomie entre le terrain et la science qui parlait de Vasalva en permanence. Et Vasalva, en fait, Ouais. c'est pas non plus le terme sémantique qui correspond parce qu'en fait, donc il y a un article qui est fait par les mêmes Américaines avec qui je me suis formée, donc Isabelle Moore et Christina Prevent, qui sont clairement moi une grande source d'inspiration et j'ai beaucoup appris en les lisant, en les écoutant et en faisant la formation. Euh, Vasalva, c'est autant la manœuvre de dépressurisation, tu sais, en apnée, quand tu fais de la plongée ou quand tu es dans l'avion. Donc, médicalement parlant, ça s'appelle comme ça. Nous, kinés du périnée, quand on essaye d'objectiver un prolapsus, qui est du coup une descente d'organes, un manque de fixation de ces organes qui vont se replier vers l'intérieur et qui pourront faire justement qu'on voit un organe qui affleure la vulve, bah, typiquement, on demande Vasalva, donc on demande aux personnes de boucher le nez et de pousser l'air en fait en bas. Et donc, la Hmm. première fois, on m'a dit fais Vasalva. Moi, ce que je connaissais de Vasalva, c'était pousse tout en bas.
Et j'étais là, Mm. oh là, bah non, enfin, moi, c'est pas le truc que je veux, tu vois, parce que clairement, si tu tiens à ton périnée, j'ai pas envie que tu fasses ça. Enfin, pourquoi tu me demandes ça? Non, mais tu sais, bloque ton air et serre tes abdos. Ben oui, mais c'est pas Vasalva chez moi. Donc, tu vois, en fait, déjà, il y a un vrai problème sur la sémantique de Vasalva, Ouais. qui de Ouais. base, tu vois, j'ai vraiment poncé le truc. De base, ça a été vraiment la dépressurisation de l'oreille interne. Et effectivement, je crois que c'est l'haltérophilie, on va dire, des pays est-soviétiques des années 70 qui a commencé à employer la méthode de Vasalva comme une méthode de pressurisation du système, parce que c'est ce que c'est. Et ça existe Mhm. aussi dans les blocs opératoires pour faire des manœuvres hémodynamiques pour faire augmenter la pression intra-artérielle. Ça va être vraiment de bloquer sa respiration et de pousser. Et du coup, ça crée une augmentation de la pression qui, du coup, peut aider à la réalisation du mouvement. Donc là, tu te dis, c'est quoi le rapport entre la pression artérielle et l'haltérophilie? Bah, en fait, c'est surtout la pressurisation du système. C'est que bloquer ton air va te rendre plus rigide sous la barre. Et c'est là où j'ai enfin compris en disant, OK, on parle de rigidité. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec l'air qu'on pousse en bas. Ça n'a pas forcément à voir avec l'oreille interne. Mais clairement, ça parle de rigidité et donc de moyens pour créer la rigidité du système pour pas se faire écraser sous la barre. Et donc c'est là où du coup le terme bracing parle d'entretoisement. Si tu le traduis sur Internet, ça veut dire ça. Donc entretoiser ton système. Et McGill, lui, va parler de contention abdominale. Donc McGill, c'est un très grand chercheur sur les lombaires. Mhm. Et contention abdominale, j'aime bien aussi. C'est-à-dire que tu veux, par une manœuvre, créer une rigidification du système pour pas qu'il se déforme sous la charge. Parce que, ok, le périnée, c'est bien, mais clairement, la santé des lombaires, c'est vachement bien aussi. Parce que t'as quand même deux, trois trucs dedans, genre la moelle épinière, les nerfs qui font juste la commande motrice de tes jambes. Bah ça, si ça peut rester intègre autour d'un lift, c'est pas mal. C'est Donc pas en mal. vrai, le but du bracing ou du Vasalva, c'est de limiter les contraintes qui sont appliquées sur ta colonne lombaire pour pas qu'elle se déforme pendant que tu liftes. Donc clairement, la conséquence sur le périnée, c'est pas tellement, tu vois, c'est presque un effet secondaire. Et donc, au final, moi je trouve que le continuum de la pressurisation du système, c'est un peu là-dessus que tout se joue. Plus tu as de l'air au sein de ton entité abdominale, donc ton corps, CORE, plus tu vas, on va dire, rigidifier le système. Bah, quand tu mets de l'air dans une boîte et que tu appuies dessus, bah, elle est plus difficile à déformer que quand t'as pas d'air Mhm. et que, voilà, c'est la métaphore de la canette que beaucoup de personnes emploient. Et par contre, la manière dont tu vas pressuriser le système, il y a clairement une manière qui va être beaucoup plus périnée friendly que d'autres. Est-ce que jusque-là, je suis claire? Jusque-là, c'est clair. Je te suis et on continue. Ok. Donc l'article des Américaines disait, ben, ces nuances de Vasalva, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et donc elle milite pour on parle pas de Vasalva quand on parle de bracing, parce que Vasalva, il est vraiment employé médicalement parlant pour des choses très concrètes, qui sont l'objectivation d'un prolapsus pelvien, et où les femmes, on leur demande de pousser en bas, littéralement, pour faire sortir le prolapsus, et qui n'est absolument pas ce que l'on veut quand on demande à quelqu'un de bracer. Mhm. C'est vraiment l'inverse. On veut pas que ça pousse en bas. Clairement, un bon bracing, c'est déjà un bracing qui ne fait pas pousser en bas. Donc, pour elles, ces américaines, on arrête de parler de Vasalva. Et moi, de ce que j'ai compris aussi de la littérature, c'est qu'il y a une modulation au niveau de la glotte, qu'on voit beaucoup chez les haltérophiles, tu vois, avec vraiment, tu sais, ils liftent bouche ouverte, et Mhm. avec vraiment ce côté, on vient en plus fermer sa glotte, ce que je trouve moins dans le power, et qui Mhm. pour le coup bah, fait que je vais probablement m'offrir un arc haltérophilie, un de ces quatre, pour essayer de comprendre cette modulation de glotte et tout, j'arrive pas à le faire. J'ai vu que chez Mhm. Strong First aussi, ils font pas mal de choses avec ça, donc Mhm. vraiment j'ai trop envie de poncer le truc jusqu'au bout pour avoir fini le boss final du bracing. Mais bref, je m'égare. Tous les entretoisements et la rigidification du système ne doivent pas être faits avec la même intensité et la même quantité d'air qui est pris. Quand tu fais un Mhm. squat avec une barre à vide, t'es pas obligé de te rigidifier autant que quand tu es proche de ton max. Et donc la quantité d'air que tu fais intervenir dans le système n'est pas la même. Le but est d'être indéformable, mais du coup, ben, la quantité d'air que tu prends, normalement, elle doit être corrélée au total que tu as sur le dos. Plus c'est lourd, plus on va essayer de pressuriser le système, et donc plus tu vas prendre d'air. Et la difficulté principale du bracing que je vois aujourd'hui, c'est que les gens, on leur dit prendre l'air ou alors bloque ta respiration, bah, ils vont juste prendre de l'air et pousser en fait contre leur structure passive, ou alors un des trucs que j'entends beaucoup, c'est pousse contre la ceinture. Et ça, en fait, c'est pas une consigne qui est claire, c'est que les gens, ils vont juste pousser, mais avec leur ventre et pas avec Mhm. leurs abdominaux et leurs muscles. Alors, ce que l'on veut, c'est une contention musculaire. Donc, en fait, typiquement, déjà, la personne devrait savoir faire un bracing sans ceinture et sentir qu'elle est indéformable et sentir qu'elle a compris comment
se structurer avec les muscles. Donc, comment faire un bracing sans ceinture? Ça va être déjà de mettre en jeu toutes les structures qui vont aider à ce que la canette ne soit pas déformable. La canette, donc le corps système, qui va être composé en haut par le diaphragme, en bas par le périnée, et tout autour, le pourtour, on va avoir la couche la plus profonde des abdominaux, le transverse. Derrière, tu as le multifide. Et en fait, déjà, il va falloir réussir à intégrer la couche profonde pour faire un bracing efficient. Et effectivement, moi, je trouve, dans les bracings que j'ai corrigés où il n'y avait plus de fuite urinaire une fois qu'elles ont compris, c'est vraiment la mise en jeu de cette musculature profonde. Et ça, pour le coup, 80% du temps, quand il y a des fuites urinaires sur le bracing, c'est que la personne ne sait pas intégrer son transverse au bracing. Et effectivement, ça, c'est une compétence motrice qui n'est pas évidente, d'avoir son transverse engagé et de réussir à garder son transverse engagé, prendre de l'air et en plus restructurer avec les muscles abdominaux superficiels qui vont être les obliques externes, obliques internes et grand droit. Et Et donc pour moi, et c'est c'est un bracing en intéressant. plusieurs étapes. Et finalement, c'est assez complexe comme tâche motrice. Et c'est pas juste pousse Et contre ta ceinture. d'où l'importance de revenir à de l'isolation, de savoir Mm, le faire dans un environnement qui est simple, de revenir c'est même ça. à quatre Sans pattes, en ceinture. quadrupédie, Ouais. des choses très très simples, sans ceinture, sans charge, et potentiellement Mm, faire les échelons les uns après les autres pour revenir et dire, c'est ok, ça. est-ce que tu arrives à le faire avec ça, avec la contrainte de la gravité, avec la contrainte de la Exactement. charge, la position de la barre sur ton dos, on sait que c'est pas pareil si tu es en back squat ou en front squat, et Mm, donc il y mm. a toutes ces progressions et ces régressions qui peuvent nous servir à amener la chose et s'assurer que on soit dans les meilleures conditions possibles. Si quelqu'un se pose la question aujourd'hui, je suis pas sûr si je me brace correctement ou pas. Quel signe il y aurait que le bracing n'est pas optimal du point de vue du pratiquant ou de la pratiquante? Ouais. Pour moi, quelqu'un qui déjà ne comprend pas si elle utilise les muscles, ça me donne un gros indice. Je dirais que Mm. si tu pousses juste avec de l'air et vraiment que tu fais juste le semblant d'avoir un gros ventre, déjà en fait, moi des fois, je leur fais sentir ça en disant bah c'est ça que je veux pas. Voilà. Et des fois, en fait, elles Mm. le font quand je demande comment tu braises. Généralement, je suis debout et je vois avec elles en endocavitaire qu'est-ce qui se passe. Si en fait, moi, ça pousse en bas, c'est un mauvais bracing. Donc clairement, la sensation d'une pesanteur ou sentir que l'air que vous prenez, il vient pousser en bas, ça veut dire que vous braissez justement bah, sur vos structures passives qui sont bah, les tissus mous, non contractiles. Et déjà, Mm. c'est pas du tout la meilleure manière d'être indéformable sous une charge. En fait, Mm. plus tu vas t'activer musculairement sous ta barre, plus efficient tu seras. Alors que si tu es juste sur tes structures passives, elles ont une limite malheureusement. Et c'est pas le meilleur potentiel que tu peux avoir pour être indéformable. Donc clairement, déjà, est-ce que tu arrives à sentir que c'est tes muscles? Et clairement, pour moi, je trouve que les pratiquants mettent la ceinture beaucoup trop tôt, que ce soit en crossfit, en haltérophilie ou en power. Et du coup, ils la serrent beaucoup pour essayer de pallier à ce manque de rigidité active qu'ils sont pas capables de faire. Alors qu'en fait, Mm. enfin moi, là, clairement, je viens de passer 8 mois sans ceinture. Alors maintenant que je l'ai, c'est vrai que clairement, je trouve ça exceptionnel. Mais je me suis pas autorisée à l'intégrer tant que c'était pas clair pour moi et que j'étais pas heureuse de ma technique et de mes sensations de stabilité. Et il m'a fallu honnêtement 9 mois. Et je pense que tout débutant, il doit essayer de comprendre comment créer cette stabilité, cette indéformabilité. Et c'est malheureusement, c'est pas enseigné dans les salles de CrossFit. Ça me rend ouf qu'on fasse charger et chercher des max à des gens sans leur expliquer comment en fait se rigidifier parce que oui l'air bloque ta respiration. Enfin moi ma sœur a commencé le CrossFit, elle me dit bah en fait j'ai eu un max à faire, j'avais jamais fait. Elle sortait de sa rééducation périnéale donc en plus j'avais pas tout mis, on était juste sur la corde à sauter etc. J'avais Mm. pas compris, elle m'avait dit qu'elle faisait de l'aerox donc je m'étais pas inquiétée qu'elle allait se retrouver avec une barre sur le dos. Quand elle m'a dit qu'elle avait fait un max RM squat, je dis mais attends, mais on n'en était pas là, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Mm. Et du coup, t'as fait comment? Elle me dit, bah, j'ai fait comme sur tes vidéos, tu fais un truc avec ta bouche. Bah, j'ai fait pareil, j'ai pris de l'air et puis j'ai vu que tu faisais un truc avec tes bras aussi, j'ai essayé de faire pareil. Je dis, oh la vache. Et je dis, bah, il t'a pas expliqué le coach? Bah non, il m'a juste dit de faire un squat, quoi. Oui, Ouais. mais c'est vrai que si tu tiens à tes lombaires, c'est quand même bien de savoir comment te rigidifier sous la charge, en fait. Et Mm. effectivement, la Ouais. manière d'avoir un bracing efficient, pour moi, c'est les 3 couches. J'appelle ça le sandwich bracing. Ça, c'est une petite invention, mais la couche profonde avec le transverse. Tu prends l'air sous les côtes et donc pas non plus en. Tu vois, l'une des erreurs fréquentes aussi, c'est que les gens, ils vont prendre l'air. Je sais que c'est un podcast audio pour la plupart, mais ils vont défixer en fait. Ils vont clairement créer de l'extension. Ils vont mettre de l'air, mais en Mm. thoracique. Alors que Ouais. là où tu veux mettre de l'air, c'est en intra-abdominal. Et du coup, mettre de l'air sous les côtes, c'est pas du tout intuitif quand tu l'as jamais fait. Et donc, en fonction d'où est ta ceinture, finalement, la ceinture, elle peut t'aider à avoir un feedback tactile pour comprendre où est-ce que tu dois envoyer l'air.
Mais des fois, l'erreur, c'est vraiment, je vois les gens mettre de l'air et tu vois, ils shrug même. Donc du coup, ils défixent ou alors ils sont plus du tout sous tension. Donc tu vois, c'est vraiment clarifier techniquement quel type de bracing parce que quand tu braces en squat, c'est pas le même bracing qu'un snatch, c'est pas le même bracing que ton appel pour le jeter. Donc en fait, faut qu'il soit quelque part un peu personnalisé, mais il faut les fondations et la plupart du temps, les gens ne savent pas contracter le transverse quoi. Et On elle revient pousse à en bas, elle la, met juste de l'air quoi, à la base. on revient à la base de la respiration et de savoir Ouais. manipuler ces structures-là dans des environnements les plus simples, coucher sur le dos, une main sur le ventre, une main sur le Mm. torse, et déjà avec ça, savoir dissocier, savoir mettre de l'air dans un endroit ou un autre. Et comme tu l'as dit, je pense que l'analogie que j'aime bien et que j'utilise quand on fait du travail avec le ballon isocapnique sur la respi, c'est imagine que tu as de la peinture qui est séchée sur le dos et en inspirant, tu essayes de craquer la peinture. Et donc, tu essayes de presque élargir Ok. toute la partie postérieure qui n'est pas forcément adaptée dans une situation de bracing à proprement parler, mais qui aide à penser à cette expansion Mm, postérieure mm. où au final, on ne pense pas souvent qu'on doit mettre de l'air et on peut mettre de l'air et il y a de la place et Exactement. on peut bouger. Et donc, prendre conscience de ces petites choses. Et donc, ça demande parfois presque un retour en arrière, un retour au focus interne avant de se refocaliser sur un focus externe de bouge la barre le plus vite possible. On veut Mm, mm. revenir à qu'est-ce que tu sens, où est-ce que tu mets l'air, comment est-ce que tu maîtrises les choses. Et c'est savoir, comme tu l'as dit, quand revenir à ces fondamentaux, quand revenir sur Ouais. l'interne avant de repasser sur l'externe, quand est-ce qu'on peut juste te dire, ok, là ton but c'est juste de bouger le plus vite possible et d'arriver en haut de ta barre, versus non, pense à ça et fais les étapes dans le bon ordre, quoi. Mm. Et puis tu vois, même enfin, trop intéressante ta métaphore, j'aime beaucoup. Et par rapport à la ceinture aussi, bah, le fait de trop la serrer, typiquement aussi, Mm. tu peux entraver l'action musculaire parce que du coup, si t'es trop contraint, ton muscle, il peut pas être efficient parce qu'il est tout écrabouillé dans ta ceinture et en fait, tu n'auras pas le choix, comme un sablier, un peu à mettre de l'air en haut et de l'air en bas, quoi. Donc clairement, la Mm. manière dont on met la ceinture, ou comment elle est réglée, tu vois, enfin, au prix des ceintures SBD, clairement, t'as pas envie de t'as pas envie de changer. Donc, tu vois, j'ai vu beaucoup d'athlètes aussi persister sur des ceintures trop petites. Et Ok. alors qu'à un moment donné, bah, il faut aussi se résoudre à changer de taille. Mais c'est vrai que c'est un vrai investissement pour avoir une ceinture où tu as le bon réglage, quoi. Vraiment où tu vas combler l'espace entre la ceinture. Donc, en théorie, tu mets juste un pouce ou la main. Et en fait, cet espace, il n'est pas censé être comblé avec de l'air, mais avec ta contraction des grands droits et de tes obliques. Et bien sûr Mm. de l'air, hein, mais surtout, en fait, tu fermes ton système avec les muscles superficiels. Le grand dorsal aussi, il est complètement sous-estimé, je trouve, dans le bracing, alors qu'en fait, il s'insère derrière les scapulas et vient jusqu'à ton bassin. Donc, en fait, niveau stabilité, il te fait tes ceintures de sécurité à l'arrière, quoi. Donc, bref, c'est enfin, trop intéressant. J'adore en parler maintenant que j'ai coaché plein de licornes à squatter. C'est vraiment, ça te change le vécu du mouvement quand tu captes comment intégrer les différentes couches musculaires. Et du coup, juste si vous poussez en bas, essayez de ne pas pousser en bas. Mettez l'air sous vos côtes. Ce sera déjà un périnée de sauvé. Voilà. Magnifique. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a encore quelques minutes maintenant. J'avais une autre question pour toi qui sort un peu du cadre de notre discussion. Tout à l'heure, dans la conversation, tu as dit quelque chose et tu as ajouté avec un bon degré de confiance. Je pense que Ouais. je pense savoir avec un bon degré de confiance. Et forcément, pour moi, c'est ressorti parce que ça illustre forcément la manière dont tu réfléchis. Avec forcément le monde scientifique dans lequel tu évolues, et je trouve que c'est un exercice qui est intéressant dans la vie de tous les jours, même à utiliser, et je pense qu'on ne le fait pas assez, c'est donner le degré de confiance qu'on a sur une pensée ou une croyance ou une Mm. conviction. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se dire, ouais, je pense ça, mais à combien de pourcents en fait tu le penses vraiment? Est-ce que tu Ouais. le penses vraiment à 100% ou est-ce que tu as un degré de confiance qui est à 30, 50%, 70%? Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et tu l'as fait, bah, j'imagine, sans réfléchir, mais Ouais. quelle place ça a pour toi, ça, dans ta manière de réfléchir et la manière dont tu pèses les informations que tu as au quotidien? Bah, trop bien. Tu vois, c'est rigolo. Je pensais pas que tu rebondirais là-dessus. Euh, j'ai un peu souffert, moi, à l'école de kiné, de mes profs qui ne citaient pas leurs sources et qui, en fait, faisaient un peu les Anglais, tu sais, ils disent blanket statement. Tu vois, ils étaient vraiment genre c'est noir ou c'est blanc. Et en fait, toi, tu Ouais. arrives, tu sors et ton patient, il est juste super gris, quoi. Donc, t'es là, ok, bah, dans mes livres, il y avait ça, lui, il était ça. Je crois que il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée la première fois que j'ai eu en formation. C'est la première femme en formation continue en kiné, c'était Florence Morisseau, Mackenzie.
et qui m'a dit un je sais pas. Bah, alors ça m'a fait un bien fou parce que c'est la première fois qu'une figure d'autorité, on va dire en termes de connaissance, admettait qu'elle savait pas quelque chose. Et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant parce que vraiment dans mon école, c'était pas du tout ça. J'avais l'impression que c'était le concept du prof. Tu vois, il citait pas. Par exemple, moi, j'ai souci de dire ça, ça vient de McGill. Ça vient des Américaines. Ça vient de Mm. trucs. Et après, Mm. il y a moi dans tout ça, là, qui a lu un peu tout le monde. Qu'est-ce que je pense, avec quel degré de confiance? Bah, ça me semble, tu sais, un souci d'honnêteté intellectuelle. Je sais pas, une exigence vis-à-vis de moi-même. Mais surtout par rapport à la personne à qui je parle. Je trouve que sur les réseaux, ça devient tellement dur aussi de savoir que ça vient d'où, ça vient de qui, c'est de l'IA. Est-ce qu'il prend une trend et il la remixe? Est-ce qu'il a écouté un podcast, il a décidé qu'il s'appropriait le truc? Bah pour moi, je sais pas, je suis très sensible et je trouve que c'est important d'essayer d'être clair vis-à-vis de ça. Donc ouais, c'est un souci, je dirais, d'honnêteté intellectuelle, peut-être un peu de syndrome de l'imposteur, certains me diraient, mon directeur en particulier, de thèse. Mais, euh, mais je trouve qu'on peut pas tout savoir et que clairement tu fais fausse route quand tu commences à perdre de vue que tu sais pas tout. Et que des fois, de juste avoir aussi je sais pas, c'est rafraîchissant de se dire, bah, je pense ça à tant de pourcents, peut-être que, enfin, faites-moi changer d'avis à la limite. Tu vois, ce qui, aussi des expériences marquantes, un patient qui avait eu le Covid et qui avait fait un énorme malaise et qui était tombé, qui s'était fracturé le col du fémur, on lui avait dit qu'il remarcherait jamais. Et en fait, tu vois, ça, je trouve que c'est d'une violence ultime à dire à quelqu'un. Alors, clairement, c'est pas tombé sur le bon profil parce que lui, il s'est mis en tête qu'il prouverait qu'il remarcherait. Donc, clairement, ça a été un facteur de Dieu merci. motivation très important. Mais clairement, tu vois, moi, il y a une phrase où, tu vois, je préfère dire, bah, en fait, là, aujourd'hui, j'ai pas tous les éléments pour répondre à cette question. Il est probable que vous ayez des difficultés à réintégrer votre périmètre de marche tel qu'il était avant. Mais vous savez quoi? Faites-moi mentir. Et tu vois, le faites-moi mentir, je trouve qu'il est tellement plus humble, tellement plus réaliste vis-à-vis des connaissances médicales qu'on a, vis-à-vis des potentiels de récupération des patients. Toi, les gens, on les voit sur un lit où ils ont eu des galères. Bien sûr que là, t'es pas sûr qu'il remarchera un jour. Mais en fait, enfin, t'en sais rien. Tu le sais pas, dans un an, tu sais pas à quel point il va se réveiller tous les matins avec la niaque pour remarcher. Et clairement, ce mec, 3 mois après, m'a envoyé des vidéos de lui. Il était debout dans sa résidence en train avec un déambulateur et il avait qu'une envie, c'était d'envoyer la vidéo au chirurgien qui lui avait pourri le moral ou qui lui a peut-être donné un moteur, tu vois. Mais cette histoire m'a marquée et pour moi, j'essaye de toujours être pondérée dans ce que j'avance, de citer mes sources et aussi de pas mettre trop de certitudes parce que là, vraiment, d'être au cœur d'une thèse et d'une étude clinique, je crois que j'en suis au stade où je sais pas grand-chose. Je sais ce que je sais pas. Je sais plus vraiment ce que je sais. J'aimerais avoir beaucoup plus de certitude que ce que j'ai actuellement. Et j'espère vraiment que je tomberai pas dans le travers, tu sais, qu'on dénonçait au début de l'épisode de on est tellement, tellement pointu sur un tout petit truc qu'on Mm. finit par oublier le contexte et qu'on finit par assumer des trucs en disant c'est ça et c'est pas autre chose. Là, je pense que j'aurais raté quelque chose. Ouais, et d'où l'importance, ça j'en parle assez souvent, comme sur une caméra, le zoom, le dézoom, et savoir Ouais. alterner entre les deux, savoir aller très loin dans le détail, mais aussi savoir ressortir pour la vue d'ensemble. J'avais le cas avec ma formation à distance, où pendant un call, on a regardé des datas sur un test de lactate, sur des séances d'entraînement avec du lactate, de l'oxymétrie musculaire. On a regardé plein de trucs, on a parlé d'optimisation de l'échauffement vis-à-vis de la saturation musculaire en oxygène, et à la fin, je leur ai lancé une a curveball, comme on dit en anglais, et je leur ai dit, mais vous savez quoi? C'était mes datas en plus sur le ski erg, et je leur ai dit, vous savez quoi? Tout ce qu'on a dit là, au final, ça a assez peu d'importance parce que ça fait vraiment 3 mois que je m'entraîne sur le ski erg à raison de 2 à 3 fois par semaine. Donc, peu importe ce que je fais, peu importe si mon entraînement il est optimal, si mon échauffement il est optimal ou pas, si je reste régulier, je vais progresser. Et c'était Exactement. exprès dans le sens de leur dire c'est intéressant d'aller dans le détail, c'est intéressant de voir le tout petit et d'essayer de comprendre les mécanismes, etc. Mais si tu n'arrives pas à ressortir et à gagner la vue d'ensemble, eh ben en fait tu te perds. Tu te perds Ouais. et c'est pas là-bas que tu vas trouver les vraies réponses, c'est dans cette alternance perpétuelle entre le micro, le macro et essayer de faire le lien entre les deux comme tu dis quoi. Complètement. Et franchement, tu vois, là, d'avoir entraîné autant de personnes aussi longtemps. Donc, clairement, on faisait un programme d'entraînement de 12 semaines chez des personnes qui soit avaient jamais pratiqué de l'entraînement résistance, soit avaient déjà été pratiquantes. Euh, Tu vois, typiquement, juste de se dire, bah, une novice, tu vois, c'est un tube de dentifrice plein. Peu importe ce qu'on fait, elle va tellement progresser. Est-ce que du coup, l'intervention, donc elle mesure, ça va avoir, tu sais, une différence sur quelqu'un qui est déjà très avancé, où tu vois, j'ai pas donné le Mm. même degré de détail. Et tu vois, il y a des nanas qui faisaient des squats depuis plus d'un an, en donnant les détails du bracing que je t'ai énoncé là. Mais clairement, leur RM, elles m'ont dit là, je viens de péter de 10 kilos, ce que je n'arrivais pas à franchir au CrossFit, tu vois.
Alors, est-ce que c'est Ouais. moi qui ai créé un nouveau truc d'entraînement? Non, mais enfin, tu vois, toutes ces métriques, tu es juste là en te disant, ouais, 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 ouais. Et tu vois, typiquement aussi des tâches un peu fines de proprioception. Enfin, tu vois, les chiffres, tu peux tout leur faire dire et rien leur faire dire. Mm. Et sans le Mhm. contexte, on l'a dit un peu plus tôt, bah, déjà, c'est pas aussi excitant notre métier, mais je pense que les chiffres, ça nous rassure aussi. Parce que le corps, c'est de l'incertitude. Tu vois, le fait de dire à quelqu'un, vous remarcherez jamais, enfin, bon, je trouve ça très cruel de le dire comme ça, mais Ouais. quelque part, tu vois, il y a ce côté prédictif que les gens veulent, en disant, je vais recourir, tu vois, en postpartum, quand est-ce que je vais recourir? Ah, eh bien, je ne sais pas. En fait, ça dépend pas de moi, ça dépend de votre périnée, ça dépend des nuits que vous allez faire, ça dépend du temps que vous aurez, en fait. Et en fait, si je vous dis un chiffre, en fait, vous allez être déçus si c'est plus tard. Et si c'est plus tôt, vous allez être super contente. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à tout le monde super tard, comme ça tout le monde est content de commencer plus tôt. Non, mais tu vois, on cherche des certitudes, on cherche à se rassurer, on cherche à savoir. Enfin, ça fait je sais pas combien d'années que les sciences de l'entraînement existent. Et toi comme moi, on sait à quel point, des fois, putain, on pourrait étudier ça dans le détail. Et en fait, tu vas revenir au basique et en mode, oui, bah, ça marchait très bien, en fait. Mm. Donc, Ouais, ouais. et je pense que c'est d'autant plus important pour vis-à-vis de professions comme dans le corps médical, parce que de manière, disons, historique et sociétale, c'est des métiers qu'on respecte ou des positions qu'on respecte. Mm. Et donc, on a un petit peu cette vision de ah ben, si ils m'ont dit ça, c'est vrai. Ouais. Et ça peut, comme tu l'as dit, hein, mettre le feu au cul aux gens et après, ils vont faire le contraire. Mais ça peut aussi entraver la reprise et te plomber et te mettre dans un mode de ah non, ben, je pourrais jamais refaire ça, ou ah, on m'a dit que, etc. Et ça, je pense que c'est problématique. Donc, comme tu l'as dit, pondérer, essayer d'être critique, essayer de toujours garder la porte ouverte et garder disons, une option pour le upside, le côté positif Mm, des mm. choses, et espérer qu'on puisse le faire, même si on ne sait jamais. Ouais, Mais là, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est pas nous qui pouvons le prédire, quoi. tout à fait. Et puis, ouais, quelque part, tu sais, t'en parlais aussi sur les coachs qui n'osaient pas référer. Pour moi, quelqu'un qui va être très catégorique aussi, je le, Mm. je le mets peut-être sur les mêmes difficultés. Qu'est-ce que ça dit de soi que de vraiment vouloir statuer en disant c'est comme ça et ce sera pas autrement. Et je trouve que enfin, oui, certes, c'est être peut-être vulnérable de montrer que vous ne savez pas. Mais honnêtement, je vois tellement ça comme un marqueur aussi d'authenticité. Et je respecte, moi, un coach qui me dit, écoute, je sais pas. Après, la responsabilité, c'est ça. Soit tu réfères à quelqu'un qui sait, soit tu te débrouilles pour trouver la solution la fois d'après. Et moi, en tant que thérapeute, c'est ce que j'exige de moi-même. La dernière fois, j'ai eu un truc complètement farfelu, des cas cliniques complètement invraisemblables. Donc moi, ma responsabilité, c'est soit d'aller sur PubMed, essayer de voir si quelqu'un a déjà trouvé un truc pareil. Après, d'essayer de lire en me disant, bon, bah, je vais essayer de faire le moins de conneries possible pour pas l'aggraver. Et si je sais pas, ma responsabilité, c'est de trouver quelqu'un qui sait, en fait. Et Mm. si lui, il sait pas, bah, on va essayer d'être créatif et puis juste d'avancer dans ce marasme. Je trouve que c'est violent aussi, enfin, de dire aux gens qu'on peut rien faire pour eux. Alors qu'en Ouais. fait, on peut tout faire pour eux. Enfin, on peut essayer. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui essaiera quelque chose qu'il n'a pas essayé. Si nous, on réussit pas, on dira, bah attendez, j'ai un gars encore plus créatif que moi dans mes contacts. Et hop, on bouge. Et puis, en fait, on aura quand même avancé, même si la personne ne se rend pas compte, elle aura peut-être un peu plus bougé, elle aura peut-être moins de fuite urinaire qu'avant. Peut-être que, enfin, tu vois, nous, il y a des choses qui existent qui s'appellent les PCR. Les PCR, c'est des dispositifs en silicone qu'on peut mettre et qui peuvent aider à limiter les fuites urinaires. Bah, Mm. typiquement, moi, c'est pas mon dada, les PCR. Par contre, je connais des nanas qui adorent trouver le bon PCR pour la bonne situation. Bon, bah, super. En fait, si jamais mon plan A, il marche pas, et ben, j'ai un plan B. Et on aura un plan B plus C, parce que du coup, on pourra faire du B plus A, c'est-à-dire qu'on va rééduquer avec le PCR et puis on va voir si ça fonctionne, etc., etc. Donc, ouais, je pense qu'il faut aussi poser les égos de temps en temps. On a des professions qui ont un peu d'ego, on va pas se mentir. Et c'est important de connaître ses limites et de les respecter, en fait. Ça fait pas de nous des gens pas bien, ça fait pas de nous des gens faibles, ça fait des gens en apprentissage et vous seriez tellement piqué que vous allez lire sur le sujet et vous serez meilleur pour le traiter la prochaine fois. Si t'as de l'ego, Ouais. c'est comme Et ça que ça doit fonctionner. quand on pense tout savoir, c'est le moment de changer de métier. Ah ouais. Manon, ça a été un énorme plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Ça nous a pris un petit moment pour faire en sorte que ce podcast fonctionne de par nos calendriers respectifs. Mais je suis très très content qu'on ait pu avoir cette discussion et vraiment plonger dans ce monde des fuites urinaires et essayer de démystifier un petit peu la chose, apporter quelques éléments de réponse ou en tout cas une vision globale pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir un petit peu plus sur ton travail, tu as fait
fait de l'excellent boulot aussi, comme tu l'as dit, sur le REDS et sur d'autres problématiques, alors qui touchent notamment la femme, mais pas seulement. Est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te trouver en ligne et suivre tes travaux? Eh bien, écoute, merci pour tout ça. Merci pour l'invitation. Enfin, moi, je vais être honnête aussi, c'est un podcast que j'écoutais religieusement à la sortie de mes études. Donc, le jour où j'ai eu ton message, j'étais juste, oh waouh, on en est là, nous. Vraiment, j'étais vraiment très émue parce que c'est un des podcasts. Si tu remontes notre feed, je crois que je t'ai partagé depuis 2019 des épisodes de toi dans mes stories. Donc, bref, voilà. Vous pouvez me Merci. trouver sur Instagram, donc manon.dauvergne. J'essaye de publier, mais j'avoue qu'en ce moment, là, j'ai un truc qui me prend un peu de temps, donc une thèse. Mais j'essaye vraiment de vulgariser. En tout cas, pour moi, la connaissance, c'est aussi par ceux qui la font. On doit trouver une manière de rendre ça accessible. Donc clairement, je prends du temps. Je ne suis pas la créatrice de contenu la plus assidue de cette plateforme, mais j'essaye vraiment de vous faire ça avec le cœur. Et puis, bah, si tout ça vous intéresse et que vous avez aimé l'univers, bah, vous pouvez aller sur Instagram, quoi. Super. Le lien sera dans la description et au plaisir pour un épisode à refaire à l'avenir. Merci à toi. Avec plaisir. Merci, Chad. Vraiment trop bien. À bientôt, Manon. Et bonne chance pour la suite de ta thèse. Suite et fin. Merci. Ciao. Ciao. Si tu veux en savoir plus sur mon Mastermind Endurance et comment programmer l'endurance, une formation accompagnée pour les coachs prépa physique et les kinés, je t'invite à regarder ce petit résumé et tu retrouveras plus d'infos en description. À bientôt. C'est comme si on était à l'école. On a donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme qui est nutritionniste de formation avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.